Let's go. Yes. Yes. Ben voilà. Tranquille ou quoi? Nouvel invité. Ouais. Nouveau draft scan. Je me sens scanné. Exactement. Yes, papa. Non, c'est vrai on vient de sortir d'une discussion assez houleuse où on parlait de séries et tout d'un coup, maintenant, on passe aux choses sérieuses. Chose sérieuse. Alors que bon, ouais, sérieux. Je veux dire, on est. Ça dans sera les pas niveaux. sérieux. Ça sera pas sérieux. On fera avec. Qui est le Exact. bon flic, qui est le mauvais flic dans l'histoire, Ah, en fait. C'est C'est ça, ok. c'est une bonne question. On change de rôle à chaque fois selon les épisodes. Exactement. Mais donc du coup, ouais, on a un nouveau venu, et un invité. Moi, c'est la première fois que je le rencontre. Je ne le connais pas, donc du coup, c'est plutôt de ton côté que ça vient. Ouais, Romain Garcin. Exact. Monsieur Cover. Yes, Monsieur Cover. Cover. C'est pas mal, Monsieur pas mal. Cover. Ouais, je sais pas si t'as un nickname, Non, Romain. Romain. Garcin, c'est comme ça que Ça. je me présente de façon officielle, tu vois, mais ouais, Romain, Si, si. simplement. Homme très connu dans la scène mythique. J'ai kiffé parce que dernièrement, j'ai vu dans ton portfolio, donc qui est ta page Instagram, j'ai vu que tu avais fait cover pour MC Solar et Sayan Sopakro. Ouais. Ah, faut qu'on parle Ouais. de Sayan Sopakro quand Là, on même. va parler entre vieux, alors, du coup. Ah oui, Ryan Supakro. le Sayan et moi c'est bon. Alors, moi, je suis un très mauvais. Je suis pas beaucoup les artistes quand ils commencent à vieillir. Ouais. J'ai un vrai problème avec ça. Ouais. Je sais que les gens vont au concert de Nas et tout, Ouais. mais je préfère les garder comme je les avais avant quand j'écoutais les albums. Je vais pas au concert quand ils ont pris de l'âge. On Pas n'était pour pas, écouter Angela ou des trucs comme ça, on toi. n'était pas au concert de Nas ensemble, justement. Non. Moi, j'y étais, en tout cas. Ah ouais. C'est comment? Et c'était chambé. Après, Ouais. bon, c'est Nas, c'est pas non plus la bête de scène. J'ai vu des anciens et ça m'a jamais. Ouais, voilà. Mais, J'ai pas eu ce truc forcément Mais nostalgique. c'était chaud parce qu'en fait le truc c'est c'était l'album, enfin c'était le concert anniversaire d'album Illmatic, donc du coup il a construit son concert en mode il fait de la track 1 à la track 10 ou 9, je sais plus combien il y a de tracks sur cet album, mais il a tout fait, Ouais. 10 tracks. Ouais. Il fait tout. Donc tu vois, le fait de voir Illmatic en live, D'accord. malgré tout il y a quelque chose, la scéno elle était quand même assez cool. Ok. Et après, tu sens qu'il est dans ce truc justement de pop culture, dans le sens où à un moment, il a pris un quart d'heure pour signer les vinyles des Ah ouais, donc il est fans Ah qui ouais. étaient là. Ouais. Tu vois, il a pris du temps. Au bout d'un moment, il a dû stopper. Les gens commençaient à envoyer des casquettes, des chaussettes, des chaussures, des trucs. excellent. Et puis après, il a fait des classiques. Il a fait des medley de classiques aussi, tu vois, de toute sa carrière. Donc franchement, non, c'est chaud. Après, ouais, il y a ce côté revival. Mais c'est Nas, quoi, tu vois. Bien Tu sûr. peux pas. De ouf. Moi, quand je sais que Nas est à BX, je ne peux pas Dois rester aller, à la dois maison, aller, tu dois vois, aller. sachant que Nas, il est à moins de 5 km. Ben moi, j'ai pas ça par exemple. Ok, d'accord. J'ai pas ça. T'as Pourtant, pas je ce suis besoin de. ouais, j'ai beaucoup saigné Illmatic, Ouais. mais j'ai pas ce truc de me dire ah Nas c'est là, je vais aller voir. Ah, Oh, ok. je sais pas, tonton. Après, non, tout mais- dépend avec quoi t'as vraiment grandi aussi, tu Ouais. vois. Mais c'est vrai que le Saiyan, le Saiyan, bah, d'ailleurs, qui s'appelle plus le Saiyan maintenant, c'est SSC Forever. Ah d'accord. Bah, comme ils sont pas au complet, Ah, ok. ils peuvent pas officiellement Aussi, s'appeler ça Saiyan. m'a un tu peu rebuté aussi. C'est dommage. vois. Ouais, Et ils avaient déjà terminé leur le Sayan Sopakro pas au complet puisque Specta était plus là ouais, déjà. ouais. Mais Et après, c'était divisé en plusieurs petits groupes, exactement. etc. Il y a eu Ofix, il y a eu Explicit Explicit Samurai, Samurai, etc. ouais. il y a eu Fefe qui a fait son truc Ouais. de son côté, qui a Ouais, ils ont- sonné en plus. Ouais, Fefe et Leroy aussi qui avait fait Leroy aussi. ses albums solo. Mais ouais, donc il manque Fefe et Leroy du coup. Mais pour le coup, le Saiyan sur scène, C'est quelque chose. c'est chaud. Et même Ils sont encore. toujours chaud. En fait, je vais te dire la vérité, j'ai fait quand même pas mal de concerts aussi là ces 5 dernières années, dans le rap français, je veux dire. Et tu vois, je discutais beaucoup avec Visselo justement quand on a commencé à bosser ensemble. Il est Et en fait, lui, il est coach live, donc il travaille avec SDM, il travaille avec Zola, si je dis pas de bêtises. Il a travaillé au avec début des Leto. concerts d'Isha, il a travaillé avec Isha, il a fait une Ah ouais, ok. danse Ok, ça, je savais pas. rotonde. Ok. Et j'ai participé. Mais tu vois, donc il a ce truc-là, et tu sens que même dans son discours, il est, alors pas du tout dénigrant vis-à-vis de la nouvelle scène, mais il est conscient de leurs lacunes à ce niveau-là, parce que c'est des mecs, généralement, bah, tu sais, c'est des rappeurs de plus en plus qui viennent, c'est des rappeurs de studio, Ah tu ouais. vois, qui viennent de SoundCloud, etc., donc, qui ont pas la même expérience scénique, forcément, tu vois, donc il les booste là-dessus. Mais du coup, c'est devenu aussi un petit peu la norme, tu vois, d'être dans un délire un peu cloud, posé, Ouais. pas forcément être dans une prestation scénique folle. Ça manque, hein. Bah, ça manque. Et en fait, Ça quand je manque les ai vus énormément. sur scène, je me Ouais. suis dit, ah ouais, ok. En fait, on sait qu'ils sont forts, qu'ils ont toujours été peut-être
Je crois que c'est peut-être même tu peux même mettre NTM dans le lot, mais c'est peut-être les plus forts sur la scène aussi, en termes d'énergie et en termes d'éclectisme musical, la manière de même aussi de se répartir sur la scène, se répartir, tu vois. Et en vrai, là, moi, je les ai vus ici à la Madeleine. Je me suis pris une claque. Ils sont pas au complet. Et en fait, ce qui est fort aussi, c'est que, tu vois, tu parlais du fait d'être dans le revival, de reprendre des morceaux qui ont marché comme Angela, etc. Ils sont dans la réorchestration totale, tu vois. D'accord. Et tu redécouvres des titres d'une manière différente. Totalement. Et puis l'énergie sur scène, elle est multipliée par 1000, tu vois. Okay. J'ai l'impression que c'est des gens qui vont vite s'ennuyer de refaire le même titre à chaque fois, tu vois. Donc du coup, ils se sentent un peu obligés de refaire le truc pour pas s'ennuyer, justement, peut-être aussi, tu vois. Je pense que c'est vraiment le but de la scène, en vérité, tu vois. Et pareil, d'ailleurs, à la Madeleine, je crois quelques semaines avant, j'étais allé voir Tiff. Et du coup, on papotait aussi avec Tiff. Et je disais, la réorchestration, elle est folle. Il m'a fait, mais moi, ça m'intéresse pas de faire entendre au public la même chose que ce qu'ils entendent à la maison, en fait. Pour l'anecdote, j'ai été voir aussi à l'Orangerie Néo il y a longtemps, je pense avant le Covid, 2017-2018. Et elle chante super bien, super album, mais sur scène, j'avais l'impression d'écouter juste l'album, en fait. Tu vois, tout sonnait comme l'album. Mais c'est la même chose que dans les freestyle radio, quand tu vois les rappeurs qui font leur Planète Rap, etc. Tu vois, ils sont là maintenant, ils sont sur leur piste. C'est insupportable. Moi, je comprends pas. Il y a beaucoup ça, un peu trop même. Mais je comprends pas le principe, en fait. Ça n'a aucun intérêt, mais soit. Ça, c'est des discussions de vieux et on va nous appeler les puristes très rapidement, tu vois. Mais donc, c'est bien de faire cette intro-là. Ça donne un peu une idée de qu'est-ce qu'on consomme et comment on le consomme, tu vois. Mais du coup, quand on a un invité, on en avait parlé un peu tout à l'heure, la manière dont on fonctionne, c'est on fait un petit scan de ce qu'on consomme de manière générale. Donc du coup, soit on fait un petit tour de table, soit l'un ou l'autre partage. Comme ça devient, c'est comme ça nous vient en fait. En général, on essaie de se compléter. Et en tout cas, souvent, jusqu'à présent, on a su interagir sur ce que les gens consomment. Ok. On n'est pas encore tombé sur quelqu'un de... C'est un truc trop niché. Exact. Ouais, non, ça j'ai pas vu. Non, ça je sais pas. Ça je sais. J'ai vu un documentaire sur les brocolis de, je sais pas moi, du Japon dans ce village. Les brocolis, comment ils s'appellent là, les brocolis pointus là. En plus, c'est vraiment un nom. Les brocolis pointus. Donc du coup, on espère. Okay. On va voir ce que tu as à nous donner. Peut-être qu'on pourra échanger là-dessus. Mais donc voilà, c'est un peu c'est draft scan quoi. Ok. Scan un peu la conso médiatique de chacun quoi. Exactement. Je sais pas qui. Mais on peut déjà commencer par la consommation avant de venir au studio. Ah. Qu'est-ce que tu as consommé avant de venir ici? Ah, la petite question piège. Exactement. Du coup, c'est un peu sur l'écran quoi. On a un écran ici et j'ai regardé une suite de clips. Vidéo, c'est ça? Non, pas le clip vidéo, ça c'est sur Spotify. Ok. Donc là, j'écoutais un son de J.O. et Popcan. J.O., je connais pas. Moi non plus. C'est l'algorithme Spotify qui m'a... Afrobeat ou plutôt dancehall? Non, dancehall. Ok. Un jeune, nouveau? Je n'ai aucune idée, j'ai pas fait... Ouais, tu fais rien. Non. C'est ça que je consommais. C'est exactement ça. Je consommais ça. Spotify m'a proposé ça, j'ai écouté. Ok. Donc voilà. Ça c'est. J'ai encore d'autres trucs en poche, tu vois, mais voilà. Tu les gardes pour plus tard. Exact. Toi, t'as consommé quoi avant de venir ici? Là, il y a un album que je regardais. En plus, si je l'avais écouté il y a pas longtemps et je l'ai encore écouté ce matin en fait, qu'un pote m'a fait découvrir il y a pas si longtemps. C'est vraiment. Alors pour le coup, je crois que vous allez peut-être pas connaître, même certainement pas connaître. Tu vois, ça commence avec le truc. Qui est passé sous les radars. En fait, c'est un rappeur californien qui s'appelle Turz. Ok. Il a sorti un album qui s'appelle Yannick Coffee in Time. Et c'est Amaury, le chef de projet d'ailleurs avec qui je bosse sur Damso, qui me l'a fait découvrir en me disant écoute ce truc-là, c'est vraiment passé sous les radars et tu m'en diras des nouvelles. Okay. Et je lui en ai dit des nouvelles. Franchement, c'est un putain d'album. Donc Turz, comme Tugs, mais avec un R, donc T-H-U-R-S-Z. Okay. Yannick Coffee in Time. C'est un album avec une forme de storytelling assez fou d'ailleurs. En fait, il a un assistant numérique qui s'appelle Siriana. Okay. Tu vois, genre Siri, il l'appelle Siriana. Donc il y a vraiment toute une histoire qui se construit avec son interaction. Une intelligence artificielle. En fait. Exactement, c'est ça. Okay. Qui organise sa journée en fait, tu vois. Donc d'où le Yannick Coffee in Time, tu vois. Et Yannick Coffee, c'est lui en fait, c'est son alter ego, tu vois.
Et bref, donc du coup, t'as tout ce storytelling-là et tu as t'as des featuring qui sont assez fous. Il a un feat avec Snoop sur l'album. Il a un feat avec une artiste que je kiffe trop qui s'appelle Tiffany Gucci aussi. Okay. Pareil, allez voir son Colors à l'occasion. Mais bref, Tiffany Gucci. Ouais, Gucci. Okay. Et incroyable album. Franchement, écoutez-le. On parle beaucoup de Kendrick ces derniers temps et on parle de West Coast, donc du coup forcément. Okay. Franchement, là, il fait honneur aussi à la West Coast tout autant que GNX, quoi, tu vois. Si. Mais ouais, c'est vrai que la West Coast est de nouveau à la mode, là. Enfin, nous, ça n'a jamais été hors mode, mais... Si, quand même, ça avait baissé un peu. On était sur Atlanta, on était à Chicago. Sur le sud, on était sur l'axe central américain, et ils ont arrêté là. Ouais, et c'était un peu... Puis après, il y a eu la mort de Ruler, toi, qui a un peu... Enfin, YG, de Ruler aussi, notre ami Nipsey. Ouais. Qui était un peu les porte-étendards. YG, il a été fortement touché par ça, d'ailleurs. Je trouve, même dans sa communication, sa communication post-mort de Nipsey, ouais. Je trouvais qu'il était un peu en retrait. Et puis, il y a des rouleurs qui est décédé. Et j'ai envie de dire, grâce à Kendrick et son clash avec Drake et son concert où il ramène tous les artistes, même des hops, sur la scène, je pense que maintenant, les gens se disent, OK, il y a Mozzy aussi qui est quand même qui tient bien la route, mais vraiment on remet un peu LA sur la carte, j'aime bien ça. Si. Non, bah moi je suis Team LA à la base, je suis Team LA. J'étais pas très new-yorkais moi. Ouais. D'ailleurs en parlant de ça, il y a aussi un nouvel album là de Dre et Snoop qui est sorti cette semaine dernière. Il est pas ouf, il est sorti vendredi là. J'ai pas encore écouté. Bah il est pas mauvais. Moi je l'ai pas trouvé mauvais, mais t'as l'impression que c'est un peu je sais pas comment expliquer. Je te laisse dire. Les papis font de la résistance. Ouais, en fait, non, mais c'est triste à dire. Je pensais que ça ne vieillirait pas. Et en fait, ouais, tu sens que ça a vieilli, en fait. Clairement. Tu vois. Et que ils ont plus l'âge forcément de faire ce type de son là. Voilà. Moi j'aurais aimé découvrir un Dre dans des sons beaucoup plus chaleureux, tu vois, un peu moins banger, un peu moins justement parce que même dans leur communication ils étaient là avec des grosses bagnoles, etc. Du drift exactement, tu dis en fait c'est dommage, tu vois. Moi j'aurais aimé que Dre devienne le Quincy qu'il aurait dû devenir, tu vois. Mais bon, c'est comme ça, hein. Il y a un pote à moi justement qui m'avait envoyé le message parce que moi j'avais complètement oublié qu'il y avait un album qui allait sortir, donc il dit c'est sorti et tout, chaud, et j'ai fait une écoute rapide, et moi en fait le premier sentiment que j'ai eu c'est des instrus recyclés de l'album précédent, tu vois. Ouais, tu sens que c'est des chutes en fait, ou si c'est pas des chutes, en tout cas tu sens qu'il a, de toute façon c'est pas grave, hein, il peut pas avoir la même créativité. Ouais, bien sûr. Mec, il a fait 2000, tu vois ce que je veux dire, enfin 2001. Qu'est-ce que tu veux? Mais après c'est lui-même qui disait qu'il avait suivi des cours pour comment on appelle ça, maître d'orchestre. Ouais, depuis longtemps. Donc, il l'est. Enfin, je me dis, mais oui, bien sûr. Il aurait pu faire un truc. Mais tu sens la musicalité, tu sens que. Tu sens le truc. Non, c'est propre, c'est juste peut-être même trop propre. Et donc, du coup, quand ça manque de spontanéité, tu vois, cette propreté, en fait, c'est ça qui fait moins kiffer, tu vois. Tandis, en plus, surtout, ça souffre de comparaison avec l'avènement depuis un moment de TDI, qui, eux, arrivent avec Soundwave, Thundercat, qui arrivent avec des gros artistes et des gros musiciens derrière. Et tu vois, Thundercat va devenir le Quincy que Dre aurait dû être, tu vois. Ça, tu vois. Ils arrivent avec des gros trucs, et donc, ça souffre de comparaison et tu te dis ah non, là c'est, je suis d'accord, c'est un peu ils ont fait un court-métrage pour cet album. Ah ouais. Qui est un peu, enfin c'est le clip qu'on a vu là, le teaser, qui est devenu un clip, et je crois qu'ils ont sorti un truc de 13-15 minutes, un truc comme ça. D'accord. Il aime bien ça, hein. Il avait fait ça aussi pour Chronic, hein, pour Open Smoke plutôt. Ah oui. Ouais, il avait fait un petit court. Ça c'est pour l'intro, enfin l'entrée en scène, là, quand ils sont dans le night shop. C'est un peu leur coup, voilà. Donc en sortant d'ici, peut-être que on est très West Coast en fait. Ouais. Très West Coast. Mais moi, dans ma conservation, j'ai écouté le dernier son de Z et Green Montana. Ah, je l'ai écouté en arrivant aussi. Voilà, j'ai écouté en arrivant. Donc je me suis dit, en vérité, je vais prendre ça. J'avais autre chose. J'avais Omerta. C'est une chaîne un peu média indépendant sur YouTube que j'ai découvert il y a pas longtemps. Et il y avait une interview de Kemi Seba. J'ai hésité. Je me suis dit, soit je parle de ça, soit je parle de Green Montana Z. Et je me suis dit, en fait, on parle. Les deux sont les mêmes. On disait en off qu'on parle beaucoup de francophonie, qu'on ne doit plus dire. Souvent on dit on ne doit plus dire rap belge, on dit rap francophone. Mais ça fait toujours plaisir de voir que
comment les Français valident aussi nos Belges, en fait. Ouais. Tu vois, malgré tout, j'ai toujours ce petit truc de dire... Il y a moins d'identification, j'ai l'impression, tu vois, que, tu vois, sur la période, on va dire, allez, jusqu'à Green Montana limite, tu vois, quand il y a des Belges maintenant qui vont péter en France, ou en tout cas qui vont se faire connaître en France, ça va être, c'est des rappeurs maintenant qu'on n'identifie plus par leur situation géographique, tu vois. Et en fait, même dans leur musicalité ou même dans leur identité, c'est pas des trucs qui transpirent, tu vois. Quand on parlait de lui là tout à l'heure, mais tu vois, quand t'as Aïcha qui débarque en France, tu sens qu'il y a quelque chose de décalé par rapport à ce qui se fait en France, tu vois, même s'il a un truc qui est totalement compatible, hein. Clairement. Mais tu sens qu'il y a quelque chose de nouveau, tu vois, dans son écriture, dans sa manière de se présenter, dans sa manière de rapper, etc. Tu le sentais après dans un autre registre, tu le sentais chez Hamza, tu le sens chez Kaba et Gigi, etc. Oui, tu vois. Et d'ailleurs, il le revendiquait, tu le sens, il y a toujours un morceau, il y a eu Bruxelles arrive, il y a eu Bruxelles vie, il y a eu, tu vois, il y a tous ces morceaux-là qui sont... Finalement, même les artistes le revendiquent, en fait, finalement. Mais là, maintenant, en fait, le truc, c'est que même un Green, il est pas bruxellois, donc forcément, il va pas revendiquer Verviers, parce qu'il y a pas une identité verviétoise. Le VS, il le fait. Ouais, mais je veux dire, plus ou moins. Ça va être une identité belge avant d'être une identité, on va dire. Même dans sa manière de s'exprimer, dans les interviews, c'est bien qu'il y ait cette différence. Mais là maintenant ça se perd, j'ai l'impression. Après tu me diras, il y a pas forcément eu d'artistes. Ouais, je crois que c'est surtout ça qui ont émergé en Belgique à outre mesure, tu vois. Mais ouais, c'est une scène complète, quoi. C'est une scène cool, et c'est bien de pouvoir se dire, ils font des feats, ils sont validés par des artistes qu'on apprécie aussi, des artistes français qu'on apprécie, et ils peuvent faire des choses cool, tu vois, sans se dire. On va prendre que les grosses têtes d'affiche, un Damso ou un Hamza seulement, et qui vont aller vraiment diguer vers d'autres artistes. Après Green, attention, hein, il est, moi je l'ai vu beaucoup passer dans les tops Spotify et Apple cette année, en fait, dans les rap. Ah ouais. Donc il a, en fait, tu sens que son album Soda, il a vraiment, en tout cas, moi je crois qu'il a été classé dans mon top 3 cette année, tu vois. Moi aussi. Ah ouais, clairement. Et en fait, je m'en suis même pas rendu compte, parce que je l'écoutais pas en mode frénétiquement, tu vois. Je me dis, putain, c'est un album que je me remettais facilement, tu vois. C'est le genre d'album où je me dis, tiens, j'ai envie de me mettre du son qui va me mettre bien. Hop, je mettais cet album-là, tu vois. C'est un mood, exactement. Tu peux le mettre. Et surtout, quand il sort, il y a pas de rap. Non. Ni fin de l'année 2023, ni début de l'année 2024. Vraiment un boulevard. Il arrive, exactement. Il a un boulevard. Il arrive avec quelque chose de très lourd. Ouais. Mais donc, du coup, toi, t'es quelqu'un qui choisit ce qu'il va écouter. T'es pas quelqu'un qui met juste sur play et puis... Non, je choisis. Honnêtement, si je choisis pas, le seul truc que je mets peut-être un peu en aléatoire, c'est des playlists que je me suis faites, tu vois. Et c'est des playlists vraiment que j'ai construites en fonction d'un mood bien précis, tu vois. Okay. Je suis pas original, mais genre, vas-y, j'ai une playlist qui s'appelle Home. Je sais que c'est la playlist que je vais lancer dès que j'arrive à la maison, tu vois. C'est des sons qui vont pas me casser la tête, etc. J'ai des sons quand je bosse, tu vois. Et j'ai des albums. En fait, je consomme encore beaucoup le format album. Ouais, moi, beaucoup aussi. Et où je me mets un album de A à Z. Après, voilà, je consomme beaucoup de vinyle aussi, tu vois. Donc, forcément, ça, c'est profite. De quoi? C'est les vieux schnocks, là. Ouais. Non, en vrai, de moins en moins, parce que ça revient, les platines se démocratisent aussi. Et puis, en vrai, le vinyle, c'est le format physique le plus vendu maintenant, tu vois. Le vieux schnock, c'est d'écouter l'album de A à Z. Ouais, mais attention, je suis pas dans un rocking chair en train d'écouter mon album en claquant des doigts, tu vois. Avec une pipe. Ouais, c'est ça. Mais non, mais ouais, par contre, j'aime bien, tu vois, me mettre un album de A à Z, tu vois, parce que de toute façon, les albums, je pense que ça s'écoute comme ça. Si c'est vraiment présenté en tant qu'album, tu vois. Et il y a un storytelling, pas forcément un storytelling, mais en tout cas un fil rouge, tu vois. Et justement, je crois que c'est avec Stan qu'on avait eu cette discussion-là où on parlait de l'ordre des tracks. Que c'est un art perdu, dans le sens où j'ai l'impression que les albums, maintenant, il n'y a pas enfin, en tout cas, ça devient de plus en plus rare, un album où c'est vraiment pensé, ou genre... Mais ils vont appeler ça mixtape, alors, du coup. Non, là maintenant, ce sont des albums qui sortent comme ça. Ouais. Par exemple, même par rapport au titre, par rapport donc à l'ordre, comme j'ai dit, il n'y a pas vraiment de recherche par rapport à ça. Ouais. Ou de moins en moins. Peut-être de moins en moins. Comme si. Moi, je pense qu'il y a quand même une réflexion autour de ça. Tu vois, à un moment donné, tu te retrouves. Après, j'en sais rien, tu vois, c'est pas mon domaine, mais j'imagine que tu te retrouves quand même face
à tes morceaux, à devoir les classer, les organiser, machin. Toi ou Donc, ton il y a quand même équipe, une logique, comme on disait la dernière fois, toi ou ton équipe. Après, moi, je consomme beaucoup de rap US. Donc, du coup, peut-être que dans ce que moi j'écoute, il y a ce sentiment-là, tu vois. Ouais. Mais je sais pas. C'est vrai que Drake, en venant avec sa playlist More Life, avec ce truc qu'il dit, ouais, c'est une playlist, ça a donné des idées un peu à tous les autres artistes de se dire, mais en fait, un album ou une mixtape, aujourd'hui, de toute façon, l'appellation sur Spotify, c'est album. Ouais. Sur les plateformes de streaming. Quoi qu'il arrive, comment tu le vends, qu'est-ce que tu fais, est-ce que ça pète, est-ce qu'il y a un titre, il y a un gros single, est-ce que c'est un 10 titres ou un 15 titres? En fait, c'est un peu aléatoire, mais je pense qu'on pense toujours à cette tracklist. On y pense toujours. Mais donc, du coup, par rapport à ça, justement, tu nous as toujours pas dit si le track est bon ou pas. De Z et Gris? Ah oui. Ouais, il est top. Ça va, il est bien. Le clip, j'aime un peu moins. C'est du déjà vu. Ouais. C'est un dîner, un repas avec des meufs et ça discute. Cool. Mais le titre est bien, il est court. Ouais. Combien de minutes? 2 minutes 35, je pense, ou 2 minutes 34. C'est vite fait, bien fait. Mais maintenant, c'est la norme. Ouais, c'est la norme. Mais Z, il est très très fort. Et puis, il arrive vraiment à tout en gardant son identité, tu vois, sa manière de rapper, etc. Et même dans ses mélos, tu vois. Mais il arrive toujours à vraiment matcher avec les feats qu'il va faire. Généralement, t'as toujours une espèce de scission, tu vois, les deux univers, tu vois. Mais quand t'écoutes, alors qu'ils ont pas du tout la même voix, ils ont pas du tout la même personnalité, mais même je prends le feat SDM avec Z, justement. Tu sais pas, il y a des moments où tu dis mais quand est-ce que l'autre rappe et quand est-ce ils arrivent vraiment à se mélanger et à créer un truc assez uniforme et même avec Hamza. Hein. Avec Hamza. Le morceau avec Hamza, pour moi, c'était un des plus gros feats franco-belges depuis très très longtemps. C'était énorme. Même le clip était trop chaud. Ouais. Ah bah pour le coup, le clip était très chaud avec Hamza. Ouais, produit par mes gars de Union Prod d'ailleurs. Okay. Franchement, c'était avec K2000. Enfin, toutes les refs étaient fortes. Les mouvements de caméra. C'était Sachan Asseri, je crois, à la réal et j'ai oublié le nom de l'autre réal. Je sais que c'était un duo de réal. Mais bref, très très gros clip. Union Prod, ils font beaucoup de... Ils font du clip, ils font pas de la fiction, mais ils font du documentaire, de la série documentaire aussi. C'est Romain Aboucha, en fait, qui gère Union Prod. C'est un ancien réal, qui réalise aussi toujours, mais qui a mis sa casquette de prod maintenant. Et c'est un des gars avec qui je partage mon bureau, donc c'est mon gars, et franchement il a beaucoup de talent et une vision assez large en fait, tu vois, de l'image, et très très fort quoi. Ok. Si. Mais quand tu parles justement de Green, moi ça retombe sur un truc que j'ai consommé cette semaine, on en a parlé brièvement juste avant, c'était le live avec Booba de cette semaine. Avec PFUT. Ouais, PFUT, c'est ça. Je sais pas si vous avez... Oui, j'ai vu quelques extraits. J'ai vu des extraits, mais je consomme pas du tout. Moi non plus, j'ai pas vu le truc en entier. J'ai juste vu je crois que l'extrait qui a fait... Je crois qu'on a plus de 30 ans, en fait, c'est ça l'histoire. Exact. Mais je crois que c'est l'extrait qui a fait le plus de bruit, là, c'est quand il parle de SCH. Ah, qui dit qu'il aime pas, c'est ça? Ouais, voilà, exact. Donc, ouais. Mais bon, l'argument, il est bizarre. Mais attends, son argument, il dit qu'il n'y a pas de hit. Ouais, il comprend pas comment ça marche. L'engouement autour de. Ouais, mais c'est toujours le même. C'est un discours du vieux schnock, ça aussi. Non, moi je crois que c'est juste. C'est vraiment, en fait, il fait un aveu dedans. Je comprends pas. Il le dit lui-même, je comprends pas. Exactement. Mais c'est juste qu'en fait, tu peux faire fonctionner un album avec des formats totalement différents. Tu vois, t'as des albums, même à l'époque, tu prenais des albums qui étaient vraiment des albums concept. J'en sais rien, tu prends les albums de David Bowie, tu vois, qui sortaient des fois un peu aussi des sentiers de ce qui pouvait se faire, tu vois, dans la musique rock anglaise et même pop internationale, tu vois. Ah ouais, ça déroute, mais en fait, c'est là où tu construis quelque chose de concret. En fait, là, SCH, il est clairement dans son œuvre, en fait, tu vois. Exactement. Là, alors oui, effectivement, c'est des albums que j'aime beaucoup. Je les écoute une fois. Pareil. Et le problème, c'est que c'est pas des albums, en tout cas, moi, j'y reviens pas, tu vois, de la même manière que, en fait, c'est tellement dense et tellement pas, comme dit Booba, il y a pas de hit. Il n'y a pas de hit, ouais. C'est des morceaux, tu vas pas y revenir facilement, tu vois. Les écouter, tu vois, tu peux pas juste mettre l'album et puis faire ce que t'as à faire. Comme ça rêve, c'est le Parrain, de la même manière. Le Parrain, c'est un classique du cinéma. C'est pas un film que je vais me remater tous les dimanches quand je suis en Glande, tu vois ce que je veux dire? Ah, par contre, moi, j'ai ce problème-là. Ah ouais, tu regardes le Parrain tous les dimanches? Le 2. Ah, ok, je regarde souvent. Ouais, je vois. Je regarde souvent. Bizarre, hein. Mais est-ce que t'es nostalgique
nostalgique, j'imagine aussi. Non, tu l'as regardé jeune. Je l'ai regardé. Non, j'ai regardé tard. Ok. Parce que je trouvais que c'était. J'ai essayé de le regarder jeune. Ok. C'était très long, Mais très t'as pas lent. compris, ouais. Je comprenais pas. Ouais. Ok, le parrain, je comprenais pas. Je voulais que ça tire dans tous les sens. Ouais. Et après, je me suis refait le parrain et là, je consomme quoi. Ok. Bah, en tout cas, ouais, pour moi, je vois, le parallèle, il est clair entre ce qu'a voulu faire SCH et ce type de cinéma-là, quoi, tu vois. Après, il en veut aussi à SCH parce que Damso a fait un son que lui. Il aime bien ça aussi. Il en veut à tout. Il y a qui il en veut pas, frérot. Il va nous en vouloir à tous les trois. Ouais, j'ai vu un podcast où on parle de moi. C'est Voldemort, fallait pas en parler, les gars. C'est pas grave. On l'assumera, comme on dit. Exact. On dira la même chose, on l'invitera. Peut-être qu'il viendra et qu'il s'expliquera. Mais peut-être. Donc du coup, ouais, c'est intéressant dans le sens où il dit que donc il y a pas de hit et en fait, je peux comprendre son argument dans le sens où si tu reviens sur un album, c'est soit parce qu'il y a une track plusieurs tracks qui t'ont intéressé, donc du coup tu reviens et tu écoutes ces titres-là et ça devient des hits. Mais lui, il a pas ça justement. C'est toute une histoire. À moins que tu consommes tout l'album. Soit à répétition. Soit t'as suivi un peu. C'est là que c'est bien parce que tu fidélises un peu ton public. Parce que tu fais Julius 1, Julius 2, Julius 3, et entre-temps, tu fais d'autres albums, tu fidélises ton public et on te suit. Et on veut. C'est comme un film. Donc, t'as la trilogie et t'as le dénouement. Donc, tu peux pas être à l'extérieur et dire, moi, je comprends pas. Soit t'es in, soit t'es. Ouais, puis c'est une autre forme. En fait, il n'y a pas qu'un système d'écoute. Tu vois, tu peux écouter un album dans différents moods, avec une différente intention, tu vois. Et moi, je trouve ça fou de sa part de dire ça quand t'as fait un album comme Mauvais Oeil, en fait, tu vois. Parce que Mauvais Oeil, il n'y a pas de hit non plus. Il n'y a pas de hit. Et pourtant, c'est la preuve que d'ailleurs, quand tu demandes à chacun quel est ton morceau préféré dans Mauvais Oeil, les gens ont tous des réponses différentes parce que justement, il n'y a pas de hit, il n'y a rien qui sort du lot plus qu'un autre morceau. Clairement. Parce que tout est bon. Et c'est. Alors, je vais pas comparer Julius à Mauvais Oeil, évidemment, mais je me dis qu'il y a quand même un système d'écoute qui est similaire, tu vois. Totalement, tu l'écoutes et tu ressors ce qui toi t'a touché. T'écouter la FF, si Dieu veut, aussi pareil. C'est un album qui est lourd, qui est dense, etc. Tu vois, le seul single, c'est Sans Rémission. Ouais, t'as Sans Rémission, La Furie et la Foi, etc. Ouais, mais je veux dire, quand même, quand t'écoutes cet album-là, et d'ailleurs, je pense que SCH, c'est un mec de cette école-là, tu vois. Voilà, c'est des albums, des vrais albums. Ouais, ils sont pas construits pour dire ce titre-là, il va prendre tout l'album. Non, ils sont construits pour que ce soit une suite logique, quoi. On parlait de tracklist, finalement. Mais après, quand Booba il parle de ça, je pense qu'il parle de ça avec une casquette de producteur, en fait. Peut-être. Et que lui, il a cette vision-là, justement, maintenant, plus en tant qu'artiste nécessairement, mais en tant que producteur, de dire il faut qu'il y ait un album, soit qu'il ait une recette quand même minimum, pour pouvoir être considéré comme un album à succès. Et quand ça sort, quand tu réussis ta soupe sans avoir utilisé ces ingrédients, c'est bizarre, tu vois. Mais après, moi, en tout cas, je le comprends dans ce sens-là. Le truc, c'est que... Je sais pas. T'as envie de dire quoi? Vas-y. Non, j'ai pas de critique à faire par rapport à ça. Je le comprends dans le sens où avec, comme tu viens de dire en fait, SCH, moi c'est un gars que j'ai envie d'aimer, tu vois, un artiste que j'ai envie d'aimer, mais j'y arrive pas, tu vois, parce que je suis pas dedans, je suis pas dans. Ouais, t'es pas rentré dans le train, quoi. Ouais. En fait, je crois qu'il faut vraiment être à 100% disponible. Ouais, tu vois, c'est vrai. Faut que tu dises, ok, là maintenant, je vais écouter l'album de SCH, je vais le lancer dans un tunnel où je sais que j'ai 1 heure devant moi et je vais pouvoir écouter le truc, tu vois, et te le prendre, tu vois. Après, moi j'ai du mal, tu vois, à écouter ça, tu vois, quand tu balayes entre les réseaux sociaux et ton écoute. Ouais. Quand j'ai vu que ça le comparait à Aznavour, j'ai fait bon, je comprends. Non mais je comprends le forcing. Des mix entre Aznavour, je sais pas quoi. Oui. Non mais je comprends le forcing, ça fait partie du jeu des réseaux, etc. Quand t'as envie d'encenser, tu vois. En plus, moi je suis le premier à aller dans l'exagération pour encenser un truc que je kiffe, tu vois. Mais en fait, je pense que au contraire, ça le dessert. Parce que déjà, ça a rien à voir avec Aznavour, si ce n'est le côté. Oui, en fait, j'ai vu les comparatifs avec comment ça s'appelle, Hier encore, tu vois. Okay. Ouais, c'est un morceau sur la nostalgie, mais je t'en sors un milliard. Mais ça n'a rien à voir. Ne comparez pas de choses qui n'ont absolument rien à voir pour les encenser. Ça va, au contraire, ça va s'annuler, en fait, tu vois. Exactement. Donc, ça, sur les réseaux. Ouais, mais tout le temps. L'incomparable.
D'ailleurs, sur tous les sujets. Bah, sans parler de la comparaison The Weeknd Michael, moi c'est celle qui me rend le plus malade. Ça me fait des ulcères, ça c'est. Et à un moment donné, il y avait Chris Brown, Michael. Non, mais... Ah ouais, mais ça c'est encore pire. Non, mais c'est celui que j'ai le plus entendu, c'est Chris Brown, Michael. Après, mais moi je trouve que là on aborde un sujet houleux, les gars. Ouais, houleux, mais attention. Il y a débat, moi je trouve à ce niveau-là. Mais après c'est. Pour moi, il y a pas débat. Il y a débat à quel niveau tu veux dire? Non, je veux dire qu'il y a de quoi débattre entre les plus grands. Entre Chris Brown et The Weeknd et Michael Jackson? Non, pas The Weeknd. The Weeknd, non, lui on le met de côté. Mais pourquoi Bah moi je pense que The Weeknd à la rigueur est peut-être. Non, bah oui, c'est ça que je vais dire. Oh, non. Bah oui. Bah rien qu'au niveau performeur. Non, pas forcément. Même le parcours. Non, parcours ça tu peux pas. Oui. Ça fait que monter, c'est tellement haut. Sauf que pour moi, Michael Jackson, c'est pas possible en fait. Il y a des gens, c'est pas possible, tu vois. Oui, je veux pas dire il ressemble à Stevie. Un artiste, oui, c'est comme Stevie Wonder. Non, il y a des gens, ils sont trop hauts, en fait. Mais c'est parce que tu es émotionnellement attaché à Michael. Non, parce que l'impact. Mais là, dans les faits, il y a rien qui est atteignable. En fait, si tu veux, tu peux prendre des détails. Ouais. Tu peux isoler la partie performeur. Ouais. Même là, Chris Brown, c'est pas parce qu'il fait des saltos arrière et que Michael en faisait pas. Non. On a vu des danses qu'on n'avait jamais vues avec Michael Jackson. En fait, et après, donc tu peux isoler, après tu vas isoler l'aspect chant, tu peux isoler l'aspect, j'en sais rien moi, l'aspect chiffre, tu peux isoler l'aspect clip, musicalité, promo, etc. Ouais, mais déjà, moi je pense que même en isolant chaque partie, Michael est gagnant dans toute catégorie. Bah ouais, déjà. Mais avec argument. J'aime bien moi, je suis là en mode en backup. Ouais. Et en plus de ça, là où c'est le plus intéressant, c'est que c'est le mixage de tout. C'est-à-dire que non seulement Michael est gagnant dans toutes les catégories, mais en plus de ça, quand tu mélanges toutes ces catégories-là, ça fait que la fusée, elle est déjà partie, elle a déjà fait 3 fois le tour de la Lune. L'autre, il a commencé à mettre son gasoil dans sa Renault 5. Tu vois ce que je veux dire? Renault 5. Hein. Et non, moi, c'est... Ouais, c'est facile, toi, tu étais d'accord avec lui. Moi, j'essaye de... Tu vois? Tu te fais l'avocat du diable, exact. mais... Tu te fais l'avocat du diable ou tu penses... Non. Tu t'es vraiment posé la question? Je me suis posé la question, genre, ok, les gens qui viennent avec ça, est-ce qu'il y a quelque chose derrière? Je pense que... Oui, parce qu'ils regardent de manière générationnelle. Eux regardent de manière générationnelle. Moi, j'ai un argument implacable. Est-ce que tu es capable, là, maintenant, de me citer un morceau de Chris Brown? Oui. Vas-y. Du premier album, Run It, premier single. Ok, je connais pas. Je te jure, je connais pas. Ok. Non, mais est-ce que tu es capable, je sais pas moi, de me décrire son plus grand clip? Son plus grand clip, celui qui a eu plus de succès ou quoi? Ouais. Selon toi, son plus grand clip? Michael, j'en ai déjà 10 qui viennent. Ouais. Et encore, 10 minimum. Le premier qui me vient en tête, ouais, mais ça n'a rien à voir, c'est un clip. Michael, ma grand-mère peut fredonner Billie Jean. Mais Chris Brown, elle va me dire c'est qui? C'est sûr. Ah, mais c'est sûr et certain. C'est sûr et certain. Et quel clip en plus? Non, c'est vrai. Mais, non, c'est vrai. Ok. Mais du coup, donc ça, c'est un argument pour être le. Et puis après, j'avais vu un humoriste américain aussi qui m'a vraiment tué de rire. Il fait toute une vidéo justement où il s'en prend aux nouvelles générations qui manquent de respect à Michael à mort, tu vois. Et mais il joue trop bien. Je vais pas l'imiter, mais à un moment, il leur dit, mais les gars, il a vendu des centaines de millions d'albums sans le streaming, sans les réseaux sociaux. Ils sont déplacés dans les kiosques, les gars. Tu vois, et ouais, c'est ça qu'il dit. Ouais, il dit, les gens se sont levés, sont partis déposer leurs billets pour prendre leur copie de Thriller. Vider des trucs, tu vois, vider des kiosques. Et non, c'est abusé. Et surtout, après, il y a son aspect international, tu vois, qui fait que... Enfin, honnêtement, que ce soit de ma famille, donc moi je suis français, genre j'ai grandi avec mon meilleur pote qui était Riff, sa famille c'était vraiment Riff traditionnel, etc. Ils étaient fans de Michael, ils étaient fans de Bruce Lee et de Michael, tu vois. Tu vas dans n'importe quelle partie du monde, même les gens les plus traditionnalistes, les gens les plus dans les contrées les plus reculées, et comme disait NASA, tu vois, il dit voilà, il est plus connu que le pain, et c'est réel, tu vois. Il y avait un reportage où à un moment donné il montrait dans une forêt en Amazonie, bon après j'imagine que c'est un peu remixé, mais il montre plein de trucs, tu vois, et genre ils sont au courant vaguement du 11 septembre, etc. Ils montrent Michael, ils font ouais, c'est Michael Jackson. Fait, ouais, c'est Michael. Mais c'est très drôle. Moi, il y a après, je pense que c'est bien manipulé comme mais c'est marrant, tu vois. Mais il y a un argument où là, moi, je suis d'accord avec vous, où là, je dis ok, c'est Michael qui a gagné. C'est l'aspect après la mort, après le décès, tu vois. L'impact que ça a au moment du décès et par après. Mais est-ce qu'on est obligé d'abord jauger un artiste quand il meurt? D'abord. Il meurt d'abord avant qu'on le joue. En tout cas, la vraie réflexion, c'est de moi, je me suis toujours dit, j'ai été le plus malheureux des hommes quand il est mort, mais par contre, je me suis dit, il est mort au bon moment.
Je m'explique, en fait, pas au bon moment dans le sens, au moment où il meurt, je me dis pas ça, tu vois. Bien sûr, Mais avec le recul, là, maintenant, je te jure que j'aurais pas aimé voir Michael à l'ère de maintenant. Ouais, c'est possible. J'aurais pas aimé, déjà, rien que le feat avec Drake, le feat posthume avec Drake, qui m'a mis dans tous mes états. Ouais, ça m'a pas plu du tout. En fait, tu vois, il y a tout ce truc-là, je pense qu'il aurait été... il a toujours eu cette volonté en fait de s'entourer des meilleurs de chaque génération, tu vois. Donc il a grandi avec Quincy, il s'est entouré aussi de Stevie Wonder. Après, il a bossé avec Teddy Riley quand il a senti que c'était l'époque de la New Jack et le rap, etc. Il était entouré avec Biggie, etc. Il a bossé avec LL Cool J aussi. R. Kelly aussi. R. Kelly, bon, on va passer là-dessus. Mais en tout cas, tu vois ce que je veux dire. Et je me dis, là maintenant. Après, peut-être que ça aurait donné des trucs de dingue. Peut-être qu'un Pop Smoke Michael, il y a eu des feats posthumes qui ont été faits, tu vois. Peut-être que ça aurait été ouf, tu vois. Mais je me dis peut-être qu'il y aurait eu des faux pas. Comme il y en avait déjà un petit peu vers la fin de sa carrière. Pour moi, le feat avec Akon, il était catastrophique, tu vois. Je me dis, ok, vas-y, on va garder les bons souvenirs, tu vois. On va garder la légende intacte et fin de l'histoire, tu vois. Mais ça, c'est vraiment un point de vue de vraiment de fan de pas qu'ils aient cher. Je veux dire, est-ce que toi, tu l'aurais vu bosser avec qui là maintenant, tu vois? Non, clairement non. Déjà quand il avait. Il y a des gens avec qui il aurait pu bosser aujourd'hui. Ouais, bien sûr, mais est-ce qu'il aurait fait les bons choix? Est-ce qu'il aurait fait les bons choix? Ça dépend des personnes qu'il aurait eu autour de toi. Après, j'imagine effectivement, ils avaient déjà fait un remix, je crois que c'était sur Billie Jean, tu vois, mais avec Kanye, tu vois. Mais effectivement, peut-être même un album commun Michael Kanye, ça aurait été. Même Wyclef a bossé avec Michael Jackson. Ouais, mais pareil. Moi, je trouve que c'était pas fou, même comment il s'appelle aussi des Black Eyed Peas. will.i.am, ouais, tu vois. Enfin bref, tu vois tous ces. En fait, à la fin, j'avais l'impression que c'était un petit peu plus. Ramenez-moi vautour, tu vois, des vautours sur quelqu'un qui est en fin de carrière plutôt que des véritables collaborations, tu vois. Mais un featuring Michael Frank Ocean, ça aurait été fabuleux, par exemple, tu vois. Mais bref, en tout cas, ouais, moi, je me suis toujours dit, ouais, il est mort au bon moment et voilà quoi. Il était temps. Ouais. Et c'est le plus grand. Quand on termine, c'est le plus grand. Après, je dis, oui, j'ai pris. Il y a débat, mais soyons d'accord. Je suis du côté Michael. Ne vous inquiétez pas. Donc tu t'es fait l'avocat du diable. Je suis comme ça. Voilà, tu nous rassures. Voilà, exact. Ouais. Donc du coup, j'essaie de faire un lien avec Michael et niveau consommation média, mais là, je suis un peu. Ça va être ta transition va être un peu. Ça va être un peu chaud. Fais sans transition. Mais par contre, on peut parler de cover, parce que bon, Michael a eu des covers quand même légendaires, et par rapport à ça, je fais une autre transition. Par rapport à Dinos a sorti aussi un nouvel album. Ouais. Et il y avait une histoire par rapport à la cover, justement. Kintsugi, c'est ça hein, Kintsugi, ouais, exact. Et donc, en fait, moi, ma question, et c'est peut-être que toi, tu pourrais répondre, justement, la cover, est-ce qu'elle doit avoir un lien avec le contenu de l'album? Parce que pour Dinos, par exemple, on voit une cover qui a un sens, qui est assez profond, on a l'impression. Et par contre... Mais il y a eu plusieurs covers. Sur ce projet-là, en fait, ils ont sorti, si je dis pas de bêtises, peut-être 8 covers. Ou 6. En fait, il y a les covers principales de Fifou. Ok. Celle qu'on voit sur les plateformes, c'est une cover de Fifou, donc avec la photo un peu jaunie, etc. Ouais. Et après, en fait, ce qu'il a fait, c'est que pour les versions physiques, il a demandé à des gros cover makers français aussi d'exploiter leur vision du kintsugi, tu vois. Ouais. C'est un art. Alors le kintsugi, c'est le fait c'est de reconstituer un vase ou en tout cas un vase cassé et de combler, si tu veux, les fissures et les manques par de la feuille d'or, en tout cas par de l'or, tu vois. Et donc du coup il y a une symbolique genre on répare les cœurs, les choses qui sont brisées avec de l'or. Ouais. Et donc du coup il y a une cover qui a été faite par Bleu Mode, il y en a une autre qui a été faite par Regular, une autre qui a été faite par Dexter Morer aussi. Enfin bref, que des gros cover makers en France. Et du coup moi je trouvais ça hyper intéressant justement d'exploiter en fait leur vision artistique pure là pour le coup et pas forcément qu'en tant qu'exécutant d'un symbole qui est le kintsugi et voir en fait ce qu'il en ressort, tu vois. Ces covers tu les retrouves où en physique alors? En physique, ouais. Ok, donc tu peux acheter 8 téléphones, j'allais dire. 8 CD, CD avec après, ça fait partie des stratégies marketing qui augmentent en fait les chiffres des ventes physiques en fait. Exactement. Et c'est pour ça qu'il a fait un bon score. Exactement. Les gens font des collectors donc ils achètent tout. C'est ce qu'avait fait Orelsan d'ailleurs avec. Ouais, clairement. On est plus ou moins dans la même logique, tu vois. Ouais.
Mais après, les visions sont intéressantes. Par exemple, la cover de Bleu Mode, moi, je la trouve incroyable. Il utilisait... J'aime beaucoup son travail. Si je dis pas de bêtises, en tout cas, il a utilisé une vieille voiture type Renault 5, justement, dans sa cité, tu vois. Et il a juste mis des jantes en or, tu vois. Et je trouvais ça incroyable de tuner de cette façon-là, de façon hyper élégante, une bagnole qui est totalement désuète et qui fait, tu sais, généralement, c'est les premières bagnoles que t'as quand tu roules parce que tu récupères les bagnoles d'un oncle ou, tu vois, qui dort dans le garage depuis longtemps. Ou d'occasion. Voilà, ou une occasion à 700 balles, tu vois. Et ouais, je trouvais ça intéressant, tu vois. Et donc, du coup, pour en revenir à ta question, le lien qu'il y a, en tout cas, le contenu de l'album, j'ai pas tout écouté encore dans l'album de Dinos, mais le concept du kintsugi, j'imagine il y a un lien avec les thèmes qu'il va aborder dans l'album, tu vois. Et par affiliation, la vision artistique autour du kintsugi va venir, si tu veux, appuyer le message, en fait, tu vois, et le symbole. Donc, généralement, les covers, pour moi, c'est comme pour les clips, je trouve que c'est pas hyper intéressant d'aller chercher quelque chose qui va nécessairement illustrer le contenu soit le contenu, soit le titre, soit quoi que ce soit d'autre, en fait, qui est déjà contenu dans l'album. Mais en gros, venir compléter visuellement le projet. Tu vois. C'est vraiment, moi, je vois la pochette comme une sorte d'écrin, tu vois. Alors, soit tu fais du storytelling, et là, tu l'assumes complètement, soit vraiment, tu viens créer une belle image qui va venir contenir, en fait, ce disque-là, et qui va faire que quand tu vas écouter l'album et que tu vas regarder la pochette en même temps, va y avoir quelque chose qui va se créer à ce moment-là, tu vois. Ouais. Et pas forcer le trait. En fait, quand tu représentes trop les choses, tu forces le trait, donc en fait, tu laisses pas forcément de place à l'imagination et à l'interprétation du public, quoi, tu vois. Ok. En plus, justement, en parlant de cover, j'avais parlé de Kendrick aussi, et de sa cover. Ouais. Parce que c'est une cover, c'est cool son rappel, parce que sur son premier album, enfin, deuxième album, il y a la voiture de son oncle ou de sa mère. Et c'est un classique dans le rap américain, de poser avec une bagnole, en fait. Poser une bagnole, et puis là, c'est sa nouvelle bagnole, genre, qu'il a acheté, et il pose avec sa nouvelle bagnole qu'il achète, toi. Simple. Mais là, tu vois, on est dans du concept. Exactement. Parce qu'en termes de qualité photographique ou de complexité de mise en scène, etc., on n'est pas dans un truc de fou. En fait, on est vraiment... La complexité, elle se situe plus dans le délire de... On fait ce choix-là, tu vois. Et c'est deux choses qu'il faut vraiment distinguer entre la performance graphique, visuelle, photographique, etc. C'est une performance, mais après, tu as la performance de réflexion, de tout ce que tu imagines et de la manière dont la pochette va s'intégrer dans le projet, quoi, tu vois. C'est top. Et donc, du coup, toi, tu es de l'école où la technique est en support par rapport à l'idée. Message. Ouais, par rapport au message. Ouais. Okay. Moi, ce qui prévaut, ce qui m'intéresse le plus, c'est ce qu'on va raconter en fait dans la pochette, ce qu'elle va venir appuyer, ce qu'elle va venir renforcer, ce qu'elle va venir provoquer, même comme réaction auprès du public, tu vois. Tu vois, par exemple, sur Calf ou Calf Infinity, ça a surpris le public, même on s'est fait grave critiquer par rapport à la pauvreté apparente de la pochette, tu vois. Mais au final, la manière dont on l'avait réfléchi et la manière dont l'album vient s'intégrer dans cette pochette, il y a une espèce d'alchimie qui s'opère parce que notre réflexion, elle a été faite largement en amont pour que cette alchimie s'opère, tu vois. Donc du coup, ça fonctionne et avec le recul, les gens kiffent, tu vois. Là, par exemple, ils comprennent ça. Exact. Comment Je crois que le but, c'est pas qu'ils comprennent. Le but, c'est qu'ils ressentent le truc. Ouais. Tu vois. Est-ce qu'ils le ressentent ceux qui réfléchissent, en fait, ceux qui vont vouloir gratter et analyser le truc. Ouais. Il y en a qui ont compris très bien là où on voulait en venir, tu vois. Tu sais, c'est comme au cinéma, tu vois. Il y a des gens qui sont vraiment purement des spectateurs qui vont venir pour le divertissement, tu vois, et qui vont se prendre le film ou pas se prendre le film, fin de l'histoire. Et puis t'as ceux qui vont analyser, qui vont vraiment regarder un film avec vraiment, tu sais, une espèce de grille de lecture, d'analyse filmique, etc. Et ceux-là vont pouvoir justement comprendre ou pas et interpréter des choses en fonction de cette grille d'analyse. C'est la même chose dans nos pochettes, en fait, tu vois. Et oui, il y en a qui ont compris que en fait la ligne d'horizon représentait l'infinité, etc. Ils ont compris que le fait qu'on épure complètement cette pochette, c'était pour justement renforcer le vide de l'espace, mais aussi renforcer l'expérience auditive, tu vois. Okay. Et donc du coup épurer un visuel tout en faisant exister ce visuel, parce qu'on aurait pu aussi tout aussi bien faire en sorte de balancer juste le projet et pas mettre de visuel du tout. Tu vois. Ouais, mais même une pochette noire, ça reste un visuel. Tu vois ce que je veux dire? Quand Kanye des trucs transparents. Ouais. Non, même avec il a fait un carré noir pour Donda. Donda. Ouais. Hey, il écrit juste Donda.
Et non, même pas, il n'y a rien d'écrit. C'est vrai, il Ouais, y a rien d'écrit. Mais l'intention déjà même de mettre un carré noir, c'est en fait, c'est une Alors, qu'est-ce que tu proposition. veux dire par pochette vide? Tu mets juste, je sais pas, tu sais, le truc gris avec le petit symbole. Parental. Non, même pas le Ok. parental advisory. Tu sais, quand tu uploads toi-même tes sons sur Apple, tu vois, et que tu mets pas de pochette, tu sais, t'as toujours un espèce de Ah oui, oui, oui. de truc gris avec genre le logo de la musique, là, tu vois, la ouais, note de musique. Ouais. Et tu vois, là, pour le coup, et encore, même ça, c'est une intention, par exemple, enfin, tu vois. Mais après, voilà, il suffit que tu rajoutes un élément en plus pour clairement notifier ton intention. Quand Kendrick fait aussi le Untitled, tu vois, pareil, mais le choix, malgré tout, de la couleur, de la texture, etc. Tu vois, la parente Moi, simplicité. ça a donné une couleur quand j'ai écouté, parce que c'est bizarre parce que c'est un de mes projets préférés de Kendrick. Hein. Ouais, mais je pense qu'il aurait pu mieux marcher pour le coup s'il avait eu une cover peut-être un peu plus impactante. Mais j'ai l'impression d'avoir un truc très privé à moi que j'écoute comme ça. Comme si t'avais trouvé une lost tape en fait, tu vois. Exactement, toi. Donc t'as un peu ce côté-là, mais tu penses que ça aurait pu mieux marcher avec une meilleure cover? On sait pas. On sait pas. Peut-être que oui, peut-être que non. Mais en tout cas, oui, je me dis que c'est. En tout cas, la qualité de cet album-là, des fois, te fait dire, ouais, peut-être que. Et si, tu vois. Enfin, Et si, ouais. Mais bon, ça reste un putain d'album. Et en vrai, il faut accepter les choses telles qu'elles sont livrées. Et c'est ça aussi le truc qui est important. C'est que on est dans une ère où les commentaires font légion, tu vois. Mais en même temps. Non, mais c'est pas ça. C'est prenez la proposition artistique. C'est pour ça que vous êtes là. C'est pour prendre la proposition artistique. On oublie un peu ça, ouais. Et ouais, on en parlait tout à l'heure hors antenne. Tu vois, on parlait de Football Manager. Tu vois, c'est pas parce que tu joues à Football Manager que t'es fluide entraîneur. Voilà, quand tu vas voir un match de foot, allez, tu peux commenter depuis la tribune. Personne t'entend. C'est pas grave. Ça fait partie du défouloir. Mais ça veut pas dire que t'es pro. Tu vois. Et de la même manière dans la musique, prenez-vous les albums tels qu'ils vous sont livrés. Et je pense que c'est de la même manière pour les covers, tels que nous, on les propose. Vous avez le droit de critiquer ou pas critiquer, mais elles seront là, quoi que vous fassiez, tu vois. Donc, prenez-les telles qu'elles sont, tu vois. C'est ça. Moi, je suis quelqu'un qui... Enfin, j'aime bien quand il y a une réflexion derrière, tu vois. Mais je suis quelqu'un qui plutôt est visuel, esthétique. Ouais. Donc, pour moi, il faut que la cover soit belle, tu vois. Et après, s'il y a une histoire derrière et que j'arrive à la découvrir par moi-même, tant mieux. Si je crée une nouvelle histoire par moi-même, tant mieux aussi. Ça, on s'en fout. Ouais, c'est ça. Mais au premier abord, il faut que ce soit esthétiquement beau. Moi, une cover que je me suis grave prise l'année dernière, c'est la cover de La Fève, par exemple, sur 24. Je trouve qu'elle est incroyable, cette cover, avec les yeux. Il a les grosses lunettes rouges, ouais. Et en fait, voilà, il n'y a pas besoin de mettre trop d'indices, tu vois. Ouais. Cette cover telle qu'elle est présentée, le choix du background, le choix de la lumière, le choix du design de ses lunettes, etc. Voilà. Tout noir. Et en fait, cette proposition, même si moi je me suis pas pris la tête forcément à plus l'interpréter que ça, elle me suffit en fait, comme tu disais, à donner une couleur à cet album-là. Et je crois qu'il faut pas des fois aller juste plus loin que ça. En tout cas, si tu as envie de gratter, tu peux. Mais si tu te la prends, ça suffit, tu vois. Ouais. Tu sais, à l'époque on avait les albums, il y avait les livrets, donc on avait parlé de ça aussi avec Stan, les livrets. Et en fait, il y a certains albums, j'étais toujours. Tu le prends, t'es juste. Ouais. Il se passe déjà quelque chose quand tu prends. Ça fait partie de l'expérience, en fait, tu vois, c'est ça. Music Education de Lauryn Hill. De Lauryn Hill. Je trouvais le livret et tout qu'il y avait dedans incroyable, quoi. Tu vois. C'est un Tupac Crew. C'est un Tupac Crew. Ils avaient des covers, hein. Ouais, c'est vrai. KLR, grosse cover aussi. Mais bah après, c'est une question d'expérience parce qu'effectivement, nous, à l'époque, on découvrait ces albums-là dans ces conditions-là. Clairement. Et que maintenant, tu découvres les albums sur les plateformes avant de les acheter. Alors qu'avant, tu devais les acheter pour les découvrir. Donc l'expérience était différente. Tous les albums, tu choisis presque à la cover, l'album. Ouais, et puis en plus de ça, tu voyais, moi je me rappelle très bien, j'allais dans les bacs, je regardais un peu sur la tranche, voir si le livret était quand même un peu épais, exactement, ça les lyriques ou pas. Voilà. Et puis après, tu savais plus ou moins si t'allais être déçu ou pas. Mais ouais, ça fait partie du truc. Mais là, maintenant, t'achètes l'objet, et d'ailleurs maintenant t'achètes de moins en moins de CD, t'achètes le vinyle, et d'ailleurs nous-mêmes dans notre manière de concevoir et de réfléchir les vinyles, on y réfléchit maintenant non pas en faisant juste, enfin maintenant on le fait aussi, mais en se contentant juste d'agrandir la pochette sur un grand carton, on essaie de proposer aussi une expérience quand tu vas ouvrir, quand tu vas faire l'unboxing, et on se rend compte aussi que les unboxings d'objets physiques, ça... Je dis pas que ça va multiplier les ventes, mais ça va en tout cas contribuer au fait que on va aller acheter ou pas un album, quoi, tu vois. Ça dépend de la tranche d'âge. Ça dépend du... Ben, en fait,
on va dire, tu sais, les tranches d'âge un peu plus basses, on va dire les 15-25, ils ont déjà un pouvoir d'achat forcément qui est moindre, donc forcément pas de platine généralement à la maison parce qu'ils n'ont pas un espace qui leur permet, en tout cas une installation qui vont leur permettre forcément d'avoir une platine. Je généralise, mais en tout cas c'est souvent ça dans les grandes lignes. Et même eux le disent, ils achètent des vinyles pour la déco. Tu vois, c'est leur nouveau poster en fait, tu vois. Et il y a cette espèce de proximité aussi avec l'artiste, de se dire j'ai acheté le truc, maintenant aussi il y a le truc de je l'ai acheté, je vais le poster en story, l'artiste va le repartager. Tu vois, il y a toute cette interaction là qui se met en place. Tant que c'est instagrammable et partageable. Exactement. Tout est pensé pour que ça aille sur les réseaux, que ça fasse mousser les. Je sais pas, en tout cas nous on n'y pense pas, quand on crée les objets on n'y pense pas comme ça, mais on se dit le but, au plus c'est beau, au plus c'est susceptible en tout cas de créer quelque chose, en tout cas de l'effervescence autour de l'objet, quoi, tu vois. Tous les artistes veulent des vinyles, veulent maintenant. Ça dépend, ça dépend du budget, ça dépend de la fanbase aussi, tu vois, parce que ça coûte cher en fait de faire des vinyles. Donc, et c'est pas nécessairement. Alors, c'est ce qui vend le plus, mais c'est pas le plus rentable parce que la marge elle est beaucoup moins élevée que sur un CD. En plus de ça, si on veut faire un beau vinyle avec des finitions, des trucs, bah, les coûts augmentent, donc forcément la marge diminue. Et ça coûte combien un vinyle maintenant? Ça dépend, c'est entre 25 et 50 balles. Ça dépend. En fait, ça dépend du nombre de galettes, ça dépend des finitions, ça dépend du prix auquel le label va le mettre sur le marché. Ça dépend de plein de critères. Et maintenant, le but du jeu, c'est de réussir à diminuer le prix de vente tout en faisant des beaux objets. Dinos fait partie de ceux, justement, qui arrivent encore à faire des beaux objets en mettant des prix d'achat qui sont hyper bas. Après, je connais pas leur business model, mais ça doit être assez maigre dans tous les cas. Mais respect à lui parce que ça permet en tout cas de faire vivre ses albums et je pense que c'est la volonté de... En tout cas, c'est dans sa démarche en tout cas. Si. Surtout qu'avec ce truc de sortir des albums chaque année, là, qu'on a, ce run-là... Mais j'ai l'impression que ça ralentit un peu. Ouais, tout doucement, là. Ça ralentit. Bon, maintenant, on est dans un nouveau truc, c'est les précos 2 mois avant la sortie des albums, maintenant. Et il y aura toujours un truc. Ouais. Mais ouais, j'ai l'impression que ça ralentit un peu. Ouais, tout doucement. Mais c'est pour ça que, d'ailleurs, on parlait de Green, bah, c'est pour ça que ça a bien fonctionné. C'est que il a pris son temps pour... Il a pris son temps, déjà, pour sortir Sodad. Et donc, il y a enfin eu cet engouement. Tandis qu'il n'y a plus cet engouement quand tu sais que l'année d'après, ça va s'enchaîner et que tu vas réavoir un autre projet. Par contre, quand tu as attendu un moment, là, maintenant, tu as de nouveau ces goosebumps. Tu te dis, OK, il y a un album qui va sortir. Puis ça dépend de ton processus créatif aussi, tu vois. Si tu as besoin de vivre des trucs et de laisser macérer des émotions pour sortir un album... On l'oublie aussi, ça. C'est sûr que, sauf si tu as vraiment de la réserve, tu vois, en morceaux. Vécu. Ouais. Non, mais tu vois, et puis après, respect à lui, mais tu vois, mais Jul, il est dans une autre formule. C'est-à-dire que lui, il enchaîne les projets, mais lui, il est dans une recette. Lui, tant que sa recette ne s'épuisera pas, il va l'exploiter. Il a totalement raison. Bah, bien sûr. Je pense qu'il n'y a que lui encore qui peut avoir, aujourd'hui, qui peut faire ça. Déjà, il produit beaucoup. Ouais. Beaucoup trop même. Donc il a de la matière, quoi. Mais tu vois, par contre, je respecte, on a bossé ensemble là, récemment, mais tu vois, je respecte aussi la démarche d'un Soprano qui pourrait aussi être dans une démarche de facilité de production parce qu'il a un public qui est totalement acquis à sa cause. Clairement. Il a aussi sa gymnastique qui fait que maintenant, s'il veut, il sort des hits pour le grand public très facilement. Et là, dans son dernier album, il a quand même pris le risque de segmenter par 2. Donc, il a quand même un truc qui va fidéliser sa fanbase, sa nouvelle fanbase, tu vois. Populaire. Et en même temps, il va ramener du rap. Tu vois, là, il ramène REDK, il ramène Limsa, il ramène encore Alonso, il ramène PLK, tu vois, sur des bons morceaux, tu vois. Enfin, des bons morceaux, en tout cas, pour ce que nous, on consomme, tu vois. Et franchement, ouais, tu vois, ça, c'est aussi... Tu te dis, bon, un entre-deux, peut-être qu'il va revenir vers autre chose, peut-être qu'il va... En tout cas, c'est un grand écart à faire et qui n'est pas évident à faire, et il l'a bien fait, je trouve. Si. Mais donc, du coup, moi, je clôt... Vas-y, clôt ce que tu veux. Et j'ai encore d'autres trucs, mais je sais pas si l'un d'entre vous... Je continue ? Ouais, vas-y. La caméra ici, elle bug. Donc là, il y a les 3 caméras ici. Ok. Ça va, top. T'inquiète, yes. Ouais, donc du coup, il y a encore un autre truc. Enfin, je sais pas si vous êtes vous en achetez films et séries. Ouais. Ah oui. J'ai commencé. Alors. Dune. Dune. Ouais. La série. La série. Okay. Ouais. T'as vu les films qui est sur HBO. Ok. Et là, je crois que je suis au 3e épisode. Ils ont sorti une série Dune alors que là, ils ont pas fini la trilogie Dune. Apparemment. Ok.
Et franchement, c'est pas mal du tout. Moi, je trouve ça très beau. Au niveau de l'histoire, c'est bien aussi. Beau, tu veux dire en termes d'esthétisme, tu vois. Ouais. Parce que sur une série, là où c'est fou, c'est qu'une série, ils ont des budgets qui sont en dessous d'un film. Exact. Donc j'imagine qu'ils doivent quand même plus axer le côté esthétique, histoire et dialogue et relation entre les personnages que dans le film, justement, où le film est beaucoup plus contemplatif, tu vois. Ouais. Et si c'est beau, c'est tu. J'ai regardé ça tard aussi, le film. Hein. Le 1 et le 2, je les ai regardés tard. Aussi, il y a 2 mois, je pense. Moi aussi. Ah, quand même. Ouais. Non, moi, je l'avais vu quand même récemment. Je boude, en fait, des fois, des grosses sorties, juste pour le plaisir, et me faire le plaisir de les voir plus tard, quand il y a moins cet engouement autour de ces films-là. En fait, t'as le truc, moi j'ai capté, il y a une espèce de graphique de la bande-annonce, hype totale. Enfin, même les premières images dévoilées, bande-annonce, hype totale, tu te dis, vas-y, je vais y aller le premier jour. Premier jour, il sort, il va pas, tu vois que la hype, elle commence un peu à redescendre et que tout le monde en parle, etc., tu vois. Et effectivement, après, moi, quand ça ressort, et puis en plus, le ciné, c'est un délire maintenant aussi, tu vois. Il faut aller dans des... ça coûte cher, il faut aller dans des salles maintenant où... Vas-y, pour trouver des salles où c'est pas non plus trop surchargé, parce que le confort de vision, il est amoindri, tu vois. Ouais. Mais... Ouais, donc j'attends toujours. Ouais. Mais Dune, pareil, moi je les ai vus sur le tard aussi. Enfin, moi j'avais vu le vieux de David Lynch à l'époque. Ouais, j'ai vu qu'il y avait un vieux. Ouais. Enfin, il y en a eu 2, il y en a eu une tentative de Jodorowsky. Vu à l'époque. Ouais. Non, je l'avais vu à l'époque. Enfin, c'était un film que... Ça ressemblait un peu à ça. C'est une autre esthétique. Ouais. Ok. C'est vraiment beaucoup plus kitsch, mais il a son charme de fou en fait. Hein. Il y a Sting dedans, enfin, c'est David Lynch. Hein. Je sais pas si tu vois un peu le cinéma de David Lynch, c'est assez particulier. Il y en a qui disent que c'est un raté, d'autres qui disent que c'est un chef-d'œuvre. Moi, je trouve que c'est vraiment un putain d'objet de cinéma, en tout cas. Et c'est pas une mauvaise adaptation de Dune. Ok. Et les films, pareil, je les ai vus sur le tard. Tu vois, comme les Mad Max, tu vois. Et je les ai vus sur le tard, et en fait, vas-y, on attend que plus personne n'en parle, je me prends le truc. Et bam. Parce qu'aussi, il y a un truc qui me frustre, c'est quand je mate un film que je kiffe et que je vais après. En fait, moi, j'aime pas avoir les critiques sur les débats. Enfin, dans les débats, et des trucs qui descendent. Pas parce que je suis ouvert à la critique d'un truc, mais quand c'est des arguments pétés, tu dis, mais en fait... Vous n'avez pas compris le film, vous êtes en train d'en parler alors que vous avez rien compris. Et je deviens aigri de fou quand je vois ça, tu vois. J'aime bien un mec qui s'appelle Dirty Tommy. Oh non, je le déteste. Ah ouais, lui, je le déteste. Il me fait rire. Lui, je le déteste. J'aime bien ses chroniques et ses lives. Il fait des lives Twitch avec d'autres Merège, avec d'autres. Ah ouais. Rien qu'au nom, je crois que c'est un gars qui est super négatif. Il a ses chouchous et il a ceux incontournables où tu sais qu'il va pas aimer. Il est quand même bien suivi aussi par le public de l'extrême droite et compagnie. Parce qu'il a des idées assez clivantes. Il a des idées bien fachos. Ouais. C'est pour ça que. Donc des fois, il fait des petites chroniques ciné, l'air de rien. Genre, je parle que de ciné. Où il parle un peu de ce qui se passe socialement. Il va te passer une petite disquette en mode mais comme dans le film, en fait, les woke mettent des noirs partout. C'est vrai. Tu te dis, ah ouais, mais toi, t'es quand même un gros. J'allais dire un truc. Est-ce que il a une vision, il voit lui son cinéma parce que il a un gros bagou cinéma, le cinéma a beaucoup évolué et tu vois que le cinéma comme dans beaucoup de marchés, effectivement, il y a ce côté inclusivité à fond et des fois je trouve que c'est pas nécessaire. Est-ce que tu penses que le fait que lui le dise avec sa tête, le fait qu'il le dise avec sa tête, c'est peut-être ça qui donne ce côté très extrême et que, en fait, peut-être que c'est pas une question, constat peut-être juste factuel où tu te dis, tu peux te poser aussi la question. Non, c'est que j'ai vu, honnêtement, j'ai vu sur plein de positionnements et je pense qu'il est clairement dans sa mouvance en fait, si tu vois. Voilà, oui, moi je pense après sur l'inclusivité dans le cinéma, pour moi c'est vraiment pas du tout un problème. Pour moi, j'y vois rien de commercial ou quoi que ce soit. Enfin, attention. Oui, il y a une partie commerciale, on va pas se mentir. Quand Disney fait de l'inclusivité, en fait, à travers entre guillemets un message en apparence progressiste, et c'est très bien, on sait très bien qu'ils le font parce qu'en fait, si tu veux, ils ont un business plan derrière, ils savent très bien qu'il y a un marché en fait à prendre. Disney, c'est pas des philanthropes, ils analysent, on parlait de data aussi tout à l'heure en antenne, ils analysent leur data, ils savent très bien quel public cibler, etc. Maintenant, moi, c'est pas le problème qu'ils le fassent pour une question de marché ou quoi que ce soit. Par contre, c'est la réception du public qui me gêne. C'est quand ils voient les débats sur la petite sirène, elle est noire.
tu vois. Ouais, Mais frérot, c'est une petite sirène. Les sirènes, ça n'existe pas déjà, donc il n'y a pas de petite sirène blanche de base ou de petite sirène. Je pense à la petite sirène d'avant. Ouais, mais on s'en fout en fait. C'est ça qui est intéressant. Si vous voulez, d'ailleurs, c'est ce qu'on critique beaucoup dans les live action de Disney, c'est de refaire à l'identique ce qui a déjà été fait en dessin animé. Alors, à partir du moment où ils font un pas de côté justement et qui créent un petit peu, même qui peuvent créer le débat, ça peut être cool. Mais tu vois, les arguments, en fait, ils sont pétés. Lui, il avait genre d'argument là, tu vois. Moi, j'ai vu cette chronique. Là, de la même manière, qu'est-ce que j'ai vu aussi récemment Il y a le débat de James Bond. Ouais, pareil, tu vois. James Bond. Ouais. Mais en fait, le truc qu'il y a, c'est que depuis, on a éduqué depuis trop longtemps le public à être servi que par des blancs hétérosexuels, etc. Et en fait, dès qu'on met, ouais, mais on n'a pas besoin de voir des homosexuels à la télé, tu vois. En fait, on n'a pas besoin de voir non plus des hétérosexuels. On met juste des homosexuels parce qu'ils sont représentatifs de la société. C'est juste qu'avant, tu les mettais de côté et maintenant, on les montre, tu vois. Et c'est pareil, tu vois, James Bond noir, frère, c'est un personnage de fiction, en fait. Et quand bien même... Parce qu'on en veut, en fait, oui, bien sûr. On avait pas râlé quand John Wayne avait joué Gengis Khan, tu vois, dans les années 50, enfin, tu vois, ou dans les années 60, je sais plus. John Wayne, c'est un blanc américain. Gengis Khan, il est pas asiatique, tu vois. John Wayne. Enfin bref. Et tout ça, ouais. Pour en revenir à l'autre Dirty Tommy, c'est en fait, il est clairement dans ce truc-là. J'aime bien, justement, parce que des fois, quand t'es trop dans l'autre bord, alors oui, c'est vrai qu'il est un peu extrême. Ce que j'aime bien, c'est que moi, je me retrouve pas forcément dans tout ce qu'il dit, mais comme il est assez franc du collier, c'est intéressant. Ouais. D'avoir cette franchise dans certains, moi je m'en passerai. Certaines personnes je m'en passerai de personnages. Pourquoi? Parce que sinon alors on est dans un truc où il y a que nos idées qui fluctuent. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais là, quand t'es pas d'accord, tu dis des fois quand je suis pas d'accord, je dis qu'est-ce qu'il raconte? Ouais, non, mais je vois ce que tu veux dire au niveau du débat d'idées. Mais après le truc c'est que je pense le souci c'est qu'il a pas de, en fait si tu veux, il a pas de contradicteur en face de lui. C'est ça le souci, c'est que là, en fait, il fait des vidéos tout seul devant sa caméra, il est suivi par des, je sais pas par combien de personnes, j'allais dire des... Assez suivi, ouais. Ouais, il est assez suivi. Mais, et donc, du coup, comme il a pas de contradicteur, les gens vont se dire, comme on disait tout à l'heure, sous couvert de critiques cinéma, etc., en fait, il va pouvoir les passer des disquettes. De toute façon, on est que là-dedans maintenant, tu vois, dans de l'idéologie sous couvert de culture. Punchline. Ouais, enfin, ouais, c'est un béaba de ouf. Mais en gros, ouais, là où je voulais en venir, c'est ça, c'est que, à la rigueur, ouais, tu veux faire des débats d'idées, mets-toi face à quelqu'un qui va pouvoir te contredire. En fait, il y a un gars que j'aime beaucoup en tant que chroniqueur ciné aussi, et qui fait aussi un peu du débunkage d'idées à la con. Il s'appelle Régé le Gorilla sur les réseaux. Régé le il fait beaucoup de vidéos react aussi sur les réseaux, sur TikTok notamment, et sur Twitter. Et en fait, il va casser ce type de mec-là, en fait, tu vois, et avec des arguments toujours assez solide et assez documenté, référencé, tu vois, et honnête. En fait, surtout, c'est l'honnêteté intellectuelle. Et c'est ça qui manque à ce genre de mec-là aussi, tu vois, au Dirty Tommy, c'est que, en fait, il y a trop de malhonnêteté et il y a trop de rhétorique, tu vois, mal intentionnée. Et alors oui, il va passer pour le mec qui a une grande gueule et qui va dire ce que les gens pensent tout bas et on peut plus rien dire, etc. Ouais. Et en fait, gars, t'es juste en train de matrixer la tête de gamins potentiels qui peuvent te suivre. Et je vois que aussi il clash un peu. Il a clashé Tarantino, il clash des c'est du clickbait après ça, tu vois. Parce qu'ils disent oui qu'ils deviennent un peu trop woke. Ouais. Selon lui. Ouais. Toujours, hein. En plus, ça veut rien dire woke, ça veut juste dire en gros d'inclure en fait des gens des profils de personnages qui étaient inexistants à l'époque. Et tu sais, à l'époque, ouais. Tu vois, c'est tout con, mais regarde, tu vois, par exemple, moi j'ai une fille de 9 ans et je le réalise maintenant avec elle qu'elle est demandeuse d'avoir des héroïnes, en fait, tu vois. Et moi, des fois, je lui mets des trucs, tu vois, des films, machin, et en fait, je me rends compte que le fait qu'elles ne se sont pas représentées dans un film, en fait, ça va pas... Moi, je vais kiffer le film, parce qu'effectivement, c'est des films que j'ai regardé gamin en tant que petit garçon, tu vois. Ouais. Et je comprends maintenant ce genre de choses-là. Tu sais, on a vu des vidéos de réaction aussi, quand ils ont montré la petite sirène, effectivement, que ce soit une actrice noire. Quand tu vois la réaction des gamines noirs qui voient ça, tu dis la représentation. Mais ouais, en fait, c'est hyper important la représentation pour en tout cas l'estime de soi et le fait d'avoir, oui, des personnages homosexuels dans des séries, que ce soit normalisé sans forcément mettre l'accent. En fait, c'est les gens que ça gêne qui vont mettre l'accent là-dessus. Tu vois, qui vont dire, ah, il y a un homosexuel dans cette série, machin, ou il y a des lesbiennes là-dedans, machin. Mais en fait, ouais, on avait vu, mais on s'en bat les couilles. C'est pas l'intérêt du truc.
il y a des personnages, c'est leur orientation, ça change rien, on va dire, à l'intrigue, mais le fait est que dans la représentation de la société, on ne peut pas invisibiliser ces gens, tu vois. Non, c'est vrai. Mais alors, ça veut dire que c'est un rôle du studio aussi de, justement, faire en sorte que ce film représente la société d'aujourd'hui. Parce que tu te dis dans le... Enfin, le Faut studio... pas forcer. En fait, le truc, c'est que le message souvent qui est reproché, c'est qu'on force. Effectivement, comme on parle de certains networks comme Disney ou peut-être certaines séries sur Netflix, où tu sens que l'inclusivité est forcée. Est-ce que tu sens que c'est du forcing, ou est-ce que tu sens plutôt que c'est le fait qu'on ait été habitué à ne pas avoir ça pendant des décennies? Parfois, c'est forcé. Ouais. Moi, je pense que c'est... Moi, je pense que c'est pas forcé dans le sens où on va mettre un gay parce qu'il faut mettre un gay, on va juste se dire, tiens, en fait, dans l'écriture, ce personnage, il peut potentiellement, en fait, avoir une relation homosexuelle, parce que, en fait, le contexte et le fait que les traits de psychologie de ce personnage-là peuvent en tout cas coller avec cette orientation-là, tu vois, sans forcément aller. Tu vois, par exemple, j'ai vu Vice Versa 2, tu vois. Il y a 2 trucs qui ont fait bondir, c'est justement chez les réacs, il y a eu 2 polémiques. La première, c'est que potentiellement... Oh non, pas faire ça là. Non, quelle polémique. Non, mais c'est que potentiellement Riley serait homosexuelle. Ok. Parce que, en fait, il l'explicite pas. Ouais. Mais les regards qu'elle a, soit c'est des regards d'admiration vis-à-vis de la plus grande, ouais. soit il y a on peut sous-entendre qu'il y a des regards amoureux, tu vois. Ouais. Ça demande à être analysé, mais peu importe au final, tu vois. Et l'autre, c'est qu'à un moment donné, il y a une étudiante qui joue au hockey avec elle, donc dans les classes au-dessus, qui porte le hijab, tu vois. Ah oui, juste, c'est vrai. Tu vois, et donc ça avait fait réagir en mode, ça y est, on nous impose. Mais en fait, non, quand tu sors dehors, tu vois quoi en fait. C'est vrai que c'est exactement ça. J'ai même pas zappé. Enfin, maintenant que tu le dis, oui, c'est vrai. Mais j'ai pas. Je trouve pas. Moi, je pense donc, voilà, pour en revenir à ta question, je pense que c'est pas du forcing, c'est juste. Oui, c'est volontaire. Mais c'est volontaire dans le sens où on va réhabiliter, en fait, la vision et la représentation des minorités qui sont exclues, tu vois. Que ce soit les Noirs dans les séries ou dans les films, à l'époque, c'était toujours celui qui mourait en premier, on en faisait des blagues à l'époque, tu vois. C'était toujours soit le second pendant longtemps de ça. Tu vois ce que je veux dire? Soit les Arabes qui jouent tout le temps soit des terroristes. soit des tu sais, des indiques dans des pays arabes inventés, tu vois, dans les films hollywoodiens. Ou soit les homosexuels qui peuvent être représentés par des gens, enfin par des personnages fantasques, etc. Tu vois, juste le fait de normaliser en fait la situation de chacun de ces personnages. Donc ouais, moi je vois pas de forcing. En tout cas, fuck Dirty Tommy tous les jours. me concernant. D'ailleurs, j'ai été voir sa photo là tout de suite. C'est vrai qu'il a l'air un peu dirty. Voilà. Mais, du coup, c'est bien d'avoir. J'ai été crescendo, t'as vu? J'ai été... Non, mais du coup, ouais, c'est vrai que c'est intéressant d'avoir ce débat-là, parce que en même temps, ça veut dire que tu as un certain devoir en tant que studio aussi de faire cet exercice-là. En même temps, il faut faire en sorte que ça corresponde aussi à l'histoire que tu veux raconter. Mais bon. C'est ça qui est surtout important. Ça représente, ok, et surtout que ça suive l'histoire qui est racontée. Mais c'est tout ça qui compte. Ce que tu dis là, j'ai l'impression que c'est surtout dans les séries, tu vois. Où il y a un personnage qui va disparaître, et puis tu vas le remplacer par un autre, parce que justement, je sais pas, tout le monde parle de quotas, par exemple. Il faut un certain nombre de noirs, il faut un certain nombre de couples homosexuels, etc. Tu vois. Après, moi, j'ai souvent ça dans les séries, ou quand je regarde des commentaires, c'est ce genre de trucs-là qui reviennent. Dans les films, ça va encore. Mais c'est drôle parce que les commentaires des films aussi. On avait parlé de 24 heures chrono la semaine passée, ou le dernier épisode, on a parlé de 24 heures chrono par rapport à ce qui s'est passé avec Trump. On disait que c'était un peu comme 24 heures chrono. Avec David Palmer. J'ai jamais vu 24 heures chrono. Non, jamais. Le président David Palmer est noir, en fait. Okay. Et pendant plusieurs saisons. Ouais. Tu vois, et ça a jamais fait bondir qui que ce soit, toi. Donc, effectivement, que ce soit fantasmagorique ou la réalité, c'est comment tu l'amènes, en fait. Ouais. Oui, c'est ça. Tu vois, tu regardes même à l'époque dans Retour vers le futur, t'as le maire. Enfin, dans plein de films, il y avait déjà. T'as des présidents qui ont été des présidents noirs, des maires noirs, etc. Tu vois. Et oui, comme tu dis, à l'époque, on aurait pu dire, c'est du forcing, tu vois. Et c'est devenu réalité. Donc,
Moi, je pense que en tout cas, si ça peut contribuer à ce que les homosexuels aient moins honte de se tenir la main dans la rue, que les gamines ou les gamins d'origine diverse ou de couleur de peau diverse puissent se sentir représentés par leur héros et leur héroïne Pourquoi pas. dans leur série et compagnie. Moi, en fait, la même chose que dans toutes les discriminations, en fait, ça fait de mal ils font de mal à personne. Donc, à partir de ce moment-là, je me dis, vas-y, en fait, let's go, il y a pas de galère. Et puis, ceux qui râlent là-dessus, généralement, quand tu compares les profils, tu vois, il y a Bardella qui est pas très loin derrière, souvent. Tu vois ce que je veux dire dans les bulletins. Ah, le cher Bardella. Ouais, il est pas dans ma consommation médiatique. non plus. T'as pas lu son bouquin? Non, vas-y, on va arrêter tout de suite sa promo. Là, je m'en veux. Ouais, grave. non, on va pas faire un promo de Bardella. Directement sur Amazon, clac, clac. Non. Donc, du coup, ouais, moi, j'ai fait un peu le tour de ma consommation médiatique. Je suis à sec. Enfin, à sec. Non, il y a toujours des trucs à raconter. Toujours des choses à raconter. Mais moi, comme on parle, on va continuer sur les séries. Ouais. Succession. Ah ouais, J'ai découvert Succession il y a quelques semaines et là, je suis fou de cette série. Déjà, j'aime bien Network HBO parce que je me suis abonné hier. Ils ont toujours sorti des superbes séries et j'avais déjà vu Succession, c'est sorti en 2018. En tout cas, il y a beaucoup de séries HBO dans les top 5 des gens, quoi. Tu vois. Ça, c'est... Sûr. Et il y en a pas une ou deux. Il n'y en a pas une ou deux, bien sûr. Et en fait, je me suis dit, ça va être un truc très lent. Ça va discuter un peu comme Billions. Billions, je trouve que le rythme de Billions, il me dérangeait un peu. Ah ouais? Ouais. Et par contre, Succession, c'est le top. Non seulement les personnages, on les introduit super bien. Donc, en gros, je vous résume. T'as déjà vu. Hein, ouais. Donc, c'est Logan Roy qui a un grand mania de la communication, des médias, qui va laisser la main et qui doit... Et il y a une lutte interne entre les enfants pour reprendre sa place. Non, l'intro de la série, c'est que à la base, potentiellement, il est censé mourir. Il tombe dans un coma profond où là, ils sont tous en train de spéculer sur sa mort. Il a un AVC. Voilà, il a un AVC. C'est ça. Et puis, on spécule sur sa mort et il y a un jeu de Game of Thrones avec les enfants qui va reprendre la main. Ah ouais. On pense tous que c'est Kendall. Mais je crois que c'est la meilleure représentation dans l'histoire de l'audiovisuel du diable, en fait. Abusé. C'est vraiment le diable. C'est abusé. Tel que tu peux... Le diable et ses enfants. Ouais. Mais tu sais pas si les enfants sont des diablotas ou des gens bien. Tu sais pas. Non, en fait, c'est une partie... Je sais pas si vous jouez aux échecs, mais c'est une partie d'échecs. Clairement. En série. Un peu comme Game of Thrones, d'ailleurs, aussi. Hein. C'est pour ça que tu disais le comparatif. Ouais. Game of Thrones, c'était une partie d'échecs. Des alliances. En fait, tu disais, le comparatif, c'est genre, tu sais, quand tu joues aux échecs, tu commences d'abord à placer un peu tes pions, histoire de préparer tes stratégies, et puis bam, d'un coup, ça s'accélère, t'attaques. Et ben, on reprochait beaucoup ça à Game of Thrones, c'est genre, t'avais 8 épisodes par saison, les 7 premiers épisodes, ils étaient lents, mais en fait, c'était des placements de pions, et le 8e, c'était le festival, tu vois. Et ben là, c'est un peu plus rapide. C'est le festival un peu. Les 2 épisodes, c'est un festival. Mais en fait, le premier épisode, même la série, en fait, elle a été créée par Adam McKay. Je sais pas si tu vois qui c'est. C'est le réalisateur de Don't Look Up et qui avait fait aussi de Big Short et qui avait fait. Big Short, il avait fait un 3e film, son premier film, j'ai oublié le nom. Mais Don't Look Up, je me rappelle. Mais si, le déni cosmique là, avec DiCaprio quand t'as la tête. Oui. Okay, ouais. Et en fait, c'est un très grand réalisateur, très drôle. Bah, il avait fait les Anchorman aussi, les films Anchorman. Ouais. Ok. Et donc en fait, il a un potentiel comique incroyable. Et en même temps, c'est tellement drôle et dramatique en même temps. Mais en fait, il gère le dialogue. Tu vois, l'arme du comique, c'est le dialogue. Et là, il gère le rythme et le dialogue. Et c'est incroyable. En termes de rythme, justement, je te coupe sur ça. C'est que, justement, ce truc de lenteur dans les discussions, c'est très court. Les discussions sont très courtes. On passe très vite à des scènes différentes. Parfait. Comme les enfants sont tellement sur le pied de guerre et qu'il se passe tellement de choses, on passe très vite à des discussions. Elles sont courtes, ces discussions. Donc, tu perds pas ton temps à dire, bon, allez, là, voilà, exactement. Tout passe. Et Greg Hirsch. Le neveu de Logan est juste incroyable. Chaque personnage est important, très important. Parce que lui, c'est Dingo, quoi. Tu vois, c'est Dingo dans Mickey, quoi, à la base. Dingo, voilà. Ouais. Mais après, on va rien spoiler du tout. On va pas spoiler, mais finalement, tu te retrouves que chacun a des armes à jouer et se dévoile. Je vous conseille Succession. Bah, écoute, et HBO, encore une fois, je vous tire mon chapeau. À voir. Écoute, je vais mettre Dune sur pause, je vais lancer Succession. Ah, mais là, si tu mets Dune sur pause pour Succession, tu reprends pas Dune. Tu vas terminer Succession. Il y a combien de saisons, en fait? 4 Il y a 4 saisons. 4 saisons. Et j'aime bien, ils n'ont pas été trop loin.
Ok. Mais il va y avoir une C'est fini, prochaine, fini. non Ah, Je sais pas. J'ai l'impression qu'ils repartent en production. Premier Mais, épisode, c'est 1 heure, donc c'est 1h10. C'est comme un petit un mini-film. C'est pas mal. Mais apparemment, enfin, il y avait eu des présentations. Enfin, on avait utilisé cette partie-là de Succession et les audiences pour le dernier épisode dans des présentations qu'on avait fait Ok. pour la télé, tu vois. Et donc du coup, Succession était la série avec la plus grosse audience au dernier épisode depuis. Ah ouais, non, mais le Ah dernier oui. épisode, il est zinzin. Parfois, c'est. Donc ouais. Et même là, je me suis dit, ok, non, pas encore. Mais c'est drôle ce genre de série parce que on disait ça en off aussi. On parle d'une autre catégorie. C'est plus la upper class. Là, on est dans les nuages. Les 1%. C'est les 1%. Et tu ressens des choses comme si tu les vivais, comme si demain il y avait un chauffeur qui allait venir chez toi. Raconte. Oui, non, ça, Ah, ok. c'est la vie de Ouais, nos riches, j'adore. quoi. Chauffeur, hélico. D'ailleurs, rien Ouais. à voir, j'ai vu une Maybach hier avec 1% comme plaque. Ah ben voilà. Voilà. Fallait la brûler. Pas trop la haine. Grave. Mais Et rajouter des zéros, toi. donc du coup, ouais, Succession, c'est ça, hein HBO. Je te conseille. Ouais. Bon, j'ai pas encore annulé mon abonnement HBO, je crois. Quoique, j'ai peut-être Il y a peut-être d'autres solutions. Mais donc du coup, je sais pas si toi t'as une autre consommation qui te vient en tête comme ça. Bah, j'ai vu un film hier qui avait été grave critiqué. Donc du coup, moi, je suis un peu un antagoniste, tu vois. Dès que tout est critiqué, je me dis, vas-y, je vais aller voir un peu ce que ça vaut. Et c'est le film Trap de Night Shyamalan. Qui était pas top. Avec Josh Hartnett. Et ben en fait, j'ai eu la vision sur ce film. Parce que longtemps, je me suis dit, mais qu'est-ce que je suis en train de regarder ? C'est bizarrement joué, tout est cousu un peu de fil blanc où tu dis ok, je comprends tout ce qui se passe, etc. En gros, le pitch, c'est un père et sa fille donc il a une fille de 13 ans et ils vont voir le concert de la star préférée de sa fille. Mmh. Et en fait, il se rend compte en arrivant dans la salle de concert, donc type Accor Arena, quoi. Que en fait la salle est bondée de flics, de SWAT et du FBI, exact. Et qu'en fait ils sont à la recherche d'un tueur en série qui s'appelle le Boucher, The Butcher, et on comprend très vite, donc là je ne spoil rien, mais on comprend très vite que c'est le personnage de Josh Hartnett, donc le père de la fille, qui est le tueur en série en question, qui va essayer en fait de trouver un subterfuge pour pouvoir s'échapper. Et voilà. Donc ça c'est le pitch du film. Ok. Et en fait, alors oui, il y a plein d'invraisemblances. Enfin, si vraiment on regarde le film en se disant ouais, mais là, il aurait jamais pu faire ça dans la vraie vie. En fait, si on le regarde d'un point de vue ultra réaliste, je pense qu'on fait vraiment une fausse route. Et il y a un indice dans le film. C'est que le réalisateur, donc Shyamalan, ou je sais pas, j'arrive pas à dire ça. C'est un nom très compliqué. Ouais. En fait, il fait un caméo, il apparaît dans le film, il joue un rôle, et il joue le rôle d'un membre du staff de la chanteuse en question, et la chanteuse en question, dans la vraie vie, c'est la fille du réalisateur. D'accord. Donc il y a une espèce de mise en abîme, et en fait quand j'ai eu ça, j'ai pas compris tout de suite, je vais pas mentir, mais je me suis dit ok, il y a un axe à saisir à ce moment-là. Je pense qu'il y a une lecture différente, et en fait c'est pas tant un film c'est pas un thriller, c'est pas un film qui va raconter nécessairement la traque du FBI qui va attraper un tueur en série. En fait, ce film raconte, moi je l'ai pris comme ça, surtout en tant que père d'une petite fille, le père, en fait, dans le film, il est exemplaire en tant que père, tu vois. Le père qui accompagne sa fille. Il va tout faire pour que sa fille passe la meilleure soirée de sa vie. Il va faire en sorte qu'à un moment donné, elle puisse monter sur scène pour être avec sa chanteuse, pour qu'elle puisse avoir des places bien placées. Enfin bref, il est aux petits oignons avec sa fille, mais en même temps, il a sa face sombre, tu vois. Et du coup, le film raconte le fait de jusqu'à quand ta fille va avoir cette image idyllique de son père. Ouais. Alors, que ce soit sur des aspects très sombres, et d'ailleurs, tu vois, avec l'affaire du procès Mazan, etc., bah, tu découvres, en fait, l'homme que peut être ton père, potentiellement, que tu as pu admirer en tant que petite fille, et que tu vas découvrir plus tard, mais même sur un aspect, on va dire, peut-être moins gravissime, tu vois, sur les
les mauvais penchants que tu peux avoir en tant qu'homme, tu vois. Tu peux, je sais pas, tu peux être alcoolique, tu peux être addict au jeu, tu peux. Et en fait, ou tu peux même juste être, j'en sais rien moi, un gros pantouflard sur le canapé, ou en fait, si tu veux, l'admiration qu'on va te porter en tant que père pendant un temps, est-ce qu'elle va durer? Ouais. Et on sait très bien que non. Et surtout entre un père et sa fille, tu vois, il y a une admiration qui peut être à tort ou à raison, mais en tout cas qui peut être forte. Et tu peux passer entre, tu sais, l'expression bon père de famille, tu vois, qui est vraiment galvaudée en fait, tu vois. On avait ça, ça m'a fait directement penser à Breaking Bad. Oui, bah voilà, c'est un peu le même principe. Avec son fils qui l'idolâtre. Il y a un peu le même fond en fait là-dessus, tu vois. C'est vraiment la découverte, en fait, la frontière entre les parents et les adultes qu'on va découvrir en devenant adultes. Et le fait que la fille soit adolescente, c'est pas un âge qui a été choisi pour rien, tu vois. Et tu peux pas dire papa est un psychopathe, tu vois. Voilà. Tu peux pas dire ça, tu vois, ta fille. Puis il y a surtout des choses que tu comprends pas en tant qu'enfant et que tu vas comprendre quand tu vas commencer à adopter des codes adultes et que tu vas commencer à avoir des clés, tu vois. Et mais d'ailleurs, j'ai une amie et une fille avec qui j'ai travaillé qui s'appelle Rose Lamy, qui a sorti un livre justement sur les bons pères de famille. Ça s'appelle En bon père de famille. En fait, on utilise beaucoup cette expression-là pour dire, mais en fait, pour te dédouaner de tout acte de responsabilité, mais je suis un bon père de famille, etc. Et d'ailleurs, on l'utilise même, tu sais, quand tu vas chez le notaire, de manière légale, alors qu'en fait, on se rend compte que les bons pères de famille cachent des facettes beaucoup plus sombres parfois, tu vois. Quand même, hein. Donc, voilà. Mais en tout cas, ce film, moi, je l'ai pris comme ça, raconte cette histoire-là. Et alors, il a des défauts. Je dis pas c'est un chef-d'œuvre, pas du tout. Mais en tout cas, pour les gens qui ne l'auraient pas aimé sous cet axe, enfin, parce qu'ils n'ont pas lu sous cet axe-là, je les invite à le revoir avec cette lecture-là, quoi. Grâce à ta traduction, hop là, hit instantané. Mais du coup, moi, je vais peut-être le regarder aussi parce que j'ai vu qu'il était dispo. Sur IPTV, une des plateformes que je consomme. Donc du coup, et que tu payes, que je paye exactement avec ton argent, avec mon argent, c'est bien que tu gagnes, que je gagne honnêtement, fiche de salaire à dispo. Mais ouais, donc du coup. C'est marrant que tu en parles parce que justement, moi j'ai vu la bande-annonce. Je me suis dit, ouais, franchement, c'est le film que je dois voir, ça a l'air terrible, ça a l'air terrible. Puis après, encore une fois, le film sort, tu vas pas le voir directement. Les gens commencent à parler, tu fais, tu sais quoi. Finalement, non, je le mets de côté, quoi. Mais faut donner des chances à des films qui ont pas bonne presse auprès des fois du grand public. Très vite influencé. C'est vrai. On est très vite. Par exemple, le Joker Folie à 2. Ah ouais. Moi, j'ai surkiffé le film. Vrai Ah ouais, vraiment. J'ai pas vu. Et mais parce que déjà, je m'attendais à ce que ce soit une comédie musicale. Ah, tu t'attendais à ça, quoi. Ouais, et parce que en fait, dans la lecture du film. Je sais pas, j'ai essayé de. En fait, je le regarde en tant que bon public. Ok. Tu vois, je pars pas du principe que je vais le démolir ou quoi que ce soit. Donc, je le regarde, j'essaie de tout oublier de ce que je connais du Joker avant. Et en fait, j'essaie vraiment de me laisser porter par le truc. Et il m'a eu, en fait. Okay. Il m'a vraiment eu et j'ai trouvé qu'il y avait. Défoncé, hein. Ben ouais, parce que je pense que les gens s'attendaient à une série Batman, tu vois, une saga Batman avec le Joker, etc. Alors que vraiment, il y a une lecture. Il y a une lecture, comment dire, du Joker, en fait, du mythe du Joker et d'une relecture du mythe du Joker qui est totalement personnelle et pour le coup qui est une vraie proposition artistique du réalisateur. Clairement. Et d'ailleurs, on parlait justement là, tu vois, de Dirty Tommy et tout ce genre de public-là. Mais en fait, ça m'étonne pas parce qu'en fait, le Joker. Le premier a été récupéré par beaucoup, tu sais, de mascus, d'incels, de faf, etc. Tu vois, pour dire ah ouais, c'est notre porte-étendard, c'est le mec qui est contre la société, machin. Alors qu'en fait, il n'y a pas plus extrême gauche que le Joker en fait dans sa mentalité, dans sa réflexion. Et donc en fait, c'est des gens qui ont rien compris déjà au premier Joker. Et le deuxième, en fait, se moque de ces gens-là. De ces gens-là qui ont utilisé le Joker comme étant un... Parce qu'il parle que de ça, d'ailleurs, le film. Okay. Le Joker déçoit les émules qu'il a faites, en fait, tu vois. Ok. Et donc, du coup, tout ce public-là, il s'est dit, ah ouais, en fait, c'est de la merde, parce qu'en fait, ils se sont mis devant un miroir, tu vois. Et j'ai trouvé ça vraiment brillant. Et en plus de ça, il y a des... Ouais, alors, les gens, ils prennent les gens à contre-pied, en fait, en gros. Ah, mais complètement.
Là, c'est vraiment contre-pied parfait, tu vois, pied ouvert vers la droite, tu vois. Le gardien saute là-bas, tu vois. C'est bien, c'est bien. Non, c'est moi j'ai kiffé. Mais voilà, tu vois, tout ça pour dire que pareil, au début quand j'avais vu les critiques, je me suis dit waouh, ok, est-ce que je vais aller le voir, est-ce que et en fait j'ai bien fait de pas écouter. Vaut mieux suivre parfois des critiques ciné où on sent qu'on est un peu, tu vois, on est un peu sur la même ligne et sans forcément même prendre pour acquis ce qu'ils vont raconter, mais au moins tu vois que ce soit argumenté et que tu sais que généralement on aime les mêmes choses. J'aime bien un peu ce côté. J'aime bien ce truc de regarder un film beaucoup plus tard. Ouais, bien sûr. Tu t'enlèves de tous ces critiques où tu t'es dit ok, je vais pas le voir tout de suite. Mais en fait, quand tu décides de le revoir, Interstellar, j'ai eu la même chose, je regarde très tard. Et maintenant, chaque année, je dois me faire un Interstellar. Ouais. Et pareil, moi, c'est mon film. Quand je sais pas quoi regarder, je regarde Interstellar. Oh, bah oui. Interstellar, Titanic, tu vois. Bon, ouais, je suis preneur. Je sais pas, c'est les films, tu vois, pourtant, c'est des films de 3 heures, tu vois. Exactement. Mais ça passe crème. Ou bien tu te fais Hunger Games. Ah, moi, je suis pas dans l'équipe Hunger Games. Ah, t'es pas dans non. Ah, bah, j'aime beaucoup. Mais le reste, j'ai pas vu. Ah ouais. Ouais. Ok, moi, je suis dans cette team-là, j'aime beaucoup. Et tu vois, c'est ces films-là où tu te dis, critique pourrie, je vais pas regarder. Pas tout de suite, ouais. Finalement, moi, quand est-ce que je les regarde, c'est dans l'avion. Ok. Tu vois, quand tu ouais. regardes, tu fais, ouais, non. Excuse-moi, moi, je vole en vraiment petite classe, il n'y a pas d'écran, j'ai juste la grosse tête de mon voisin devant. Mais rien à voir par rapport à ça. Vous savez qu'il y a un mouvement comme ça, des gens qui voyagent et leur truc, c'est. En fait, ils mettent pas d'écouteurs, rien du tout. Ah. Ils se mettent devant, ils regardent le siège et ils regardent la petite map, tu vois, là où il y a l'avion. Ok. Pendant combien de temps? Pendant tout le vol, tu vois. Ils regardent ça, ils font rien. Ils mangent pas, rien du tout. Et c'est un mouvement comme ça. Ah, j'ai entendu parler de sert ça. à quoi? Ça me dit quelque chose. Sert à quoi? Rien, visiblement rien. Genre, c'est de la méditation, ils vont te vendre ça sous le. Non, eux, ils vendent ça comme une performance, tu vois. Ah, ok. Ah. Et donc, celui qui arrive à faire le vol le plus long. Le plus ennuyant, en fait. Oh, la performance inutile, de frère. Ils peuvent pas aller aux toilettes, rien du tout, tu vois. Ah ouais. Comme ça, tu vois. Et ils regardent devant eux le siège, tout, tu vois. Long courrier et tout. Ouais, long courrier. Et donc, du coup, non, moi, je regarde des films, voilà. Et donc, du coup, ouais, je tombe sur ce genre de truc-là. Et le dernier film dont je me rappelle, en tout cas, qui m'a choqué et que j'ai vu dans l'avion, et je me disais que j'avais jamais regardé, c'est un film néerlandophone, mais c'est vraiment un vieux film, Runescope. Ah oui, c'est un film avec Mathias Schoenaert. Avec Mathias Schoenaert. Je me suis dit, oh, un film que j'ai croisé au concert de Nas, d'ailleurs. Ouais. Comme quoi, tout est lié, tu vois. C'est un bon J'ai gars. pas encore vu celui-là. Putain, Il est incroyable. Il est incroyable. C'est chaud. Ça parle de? L'histoire est longue et très très compliqué à deep raconter. aussi. Ah oui? Ouais. Ok. Et assez compliqué à expliquer au micro quand même aussi. Mais donc du coup, c'est le film où je me rappelle vraiment, je l'ai vu, enfin je voulais pas le voir, je l'ai vu dans l'avion et j'étais vraiment très étonné. Et donc du coup, là maintenant, dès que je suis dans l'avion, je regarde le film que je me dis jamais je vais regarder ça. Ouais. Tant mieux, ouais. Et de temps en temps, j'ai des bonnes surprises, donc voilà quoi. Petite histoire. Moi, le dernier, j'ai été invité j'étais dans un home studio d'un pote, qui est un studio grand Sympa. truc. Il invite tous les mardis des potes à regarder des films. Et j'ai été voir Mémoire d'un tueur, un film coréen. Ok. Ah, Memories of Murder. Ah, mais oui. Mais je l'ai dit en français. Ouais. Je savais même pas qu'il existait en français le titre. Ouais, mais il est incroyable ce film. Il est incroyable ce film. C'est un des plus grands. En fait, je crois que dans les thrillers, t'as Seven et t'as Memories of Murder. Mais c'est le seul qui s'assoit même largement à la table de Seven, quoi. Ah Tu vois. Oui. Ouais. Oui. Il est très très fort ce film. Petite histoire, Seven, on voulait le mettre dans un cadre ici. Oui, on va le mettre dans un cadre. Ok. Et je pense que Memories of a Murder aussi. Parce que je l'ai vu et je suis. Je comprends pourquoi tu l'as dit en français, du coup. J'ai vu que t'as galéré. Le premier invité qui a souligné. Ma prononciation délétère. C'est gentil. C'était comment en français? Non, je ne dirais même pas. Memories of a Murder. Voilà. Donc, franchement, très bon film. Et je pense aussi on va le mettre. Ouais. Faut juste qu'on arrive à trouver une photo correcte. Correct, ouais. C'est Ouais. vrai. Toujours ça le souci. C'est notre struggle. Faudra nous aider. De choisir. Non, pas choisir. Trouver une photo qui est assez. Des bonnes définitions, ouais. Voilà. Ah oui, ça c'est facile. On en parle après. On en parle Vous après. expliquez, ouais, non mais c'est pas ça, il y a un moteur de recherche qui s'appelle Google, tu gères ça en haute résolution et c'est réglé, hein, les gars. Tu peux choisir ta. Bah, bien sûr. Magnifique. Bien Très bien. Let's go. Tant mieux. Parfait. Je sais pas si quelqu'un veut encore rajouter une dernière petite. Moi j'ai une reco en fait un peu originale, ça va vous faire gaulerie un peu. Faut juste que je retrouve son nom, je crois qu'il s'appelle Lormand Amour.
Laurent. Attends, je vais te trouver ça tout de suite. C'est un compte Insta et TikTok. Tac. Parce que son nom, je vois ses vidéos. Ouais, c'est ça, Lormand Namour. Donc, LORMAND.Namour, Namour. Et en fait, c'est un Québécois. Déjà, c'est bien. Ok. En fait, je crois que c'est mon être humain préféré pour le moment, tu vois. C'est un Québécois qui est illustrateur. Et qui, en fait, donc il split son écran en deux, donc on voit le dessin qu'il fait en direct sur Procreate, sur sa tablette, tu vois. Et en même temps, t'as une caméra sur lui. Et en gros, il dit toujours, il commence par une petite mode de n'importe quoi. Il fait un gribouillis, il va dessiner le contour, il dit on dessine le contour, on fait confiance au processus. Il a un storytelling, une manière de parler qui est extraordinaire. Et en fait, il va dessiner un personnage dans ce contour, il dessine super bien. Et en fait, il va faire prendre vie à ce personnage, genre il va raconter son histoire au fur et à mesure ouais, mais genre c'est des personnages, genre à un moment donné il va dire ah là il y a clairement une petite cuillère dans sa bouche, il va faire un bonhomme qui a une cuillère dans la bouche, qui est tombé malade, donc il a des bosses qui lui poussent, et en fait dans ces bosses il y a des petits bonhommes qui poussent et qui l'engueulent parce qu'il a pas voulu mettre son manteau, Enfin, c'est très difficile à décrire. Allez voir ce compte. Il illustre tout. Ouais, il est extraordinaire. Franchement, c'est ma plus grosse découverte de l'année sans. Ah ouais, c'est une vraie découverte. Sans problème. Hein. Ah ouais, 1500 followers. Alors sur TikTok, il a plus de followers, mais encore, c'est pas non plus l'explosion totale pour le moment. Mais franchement, allez le voir. Et c'est addictif. En fait, vous allez commencer une vidéo, vous allez voir toutes ces vidéos. C'est pas des vidéos courtes. Hein. Je crois que ça dure quand même 5 à 6 minutes malgré tout, tu vois, pour du contenu réseaux sociaux, j'entends, tu vois. Et il est trop fort. Franchement, il est des histoires différentes. Ah ouais, mais en fait, lui-même ne sait pas ce qu'il va raconter au moment où il le fait. Il commence, mais il sait pas. Et franchement, tout se tient bien. Genre, il va à un moment donné, il va créer une meuf qui travaille dans un magasin de pièces automobiles, qui travaille qu'avec des mecs, mais en fait, cette meuf, elle a du caractère, donc elle les envoie tout chier. Et c'est trop marrant, en fait, tu vois. Il va te faire un petit mafieux qui est tellement petit, il vit dans la pelouse, tu vois, et en fait, ses potes, c'est des mulots et des escargots. Enfin, c'est totalement absurde, et il a un vocabulaire, une diction, une manière de raconter les histoires. Laisse tomber. J'ai envie d'écouter que ça le soir avant de m'endormir, quoi, tu vois. Donc, Lormand Namour, allez cliquer là-dessus. Je follow, là. Je vais aller regarder ça. Du coup, moi, j'ai encore un autre compte aussi que j'ai découvert, mais c'est plus léger comme ça. Je trouve ça un peu dommage de terminer avec ça, mais je vais quand même le dire. C'est un gars, il a un compte TikTok, et en fait, c'est une boîte de jet privé. Et il se filme en train de recevoir les appels de personnes qui veulent booker un vol. Et donc, du coup, tu as des histoires de ouf. Enfin, vraiment des gens avec trop d'argent, leurs problèmes, c'est pas tes problèmes, tu vois. Et de temps en temps, tu as des. Les Roy, ça, c'est les Roy de ce. Exactement. Ouais, c'est les 1%. Les 1%. Donc, tu as les filles dont le papa est super riche. Ouais, je dois booker un vol de là à là. Fait, oui, mais c'est pas ton compte, c'est le compte à ton père. Tu peux pas booker un truc. Oui, mais mon père a dit que c'était OK. Donc, il appelle le père. Non, elle sort avec un gars, je suis pas d'accord, donc tu lui bookes pas son vol. Ah ouais, on est dans des problèmes de très riches, tu vois. Mais c'est vraiment des sommes incroyables, tu vois. C'est genre 12 000 balles pour faire un aller, hein, c'est ça. Un aller, tu vois, un truc comme ça. Et donc ouais, c'est plus léger, mais ça me détend. Jet privé. Exactement. Et genre le compte, il est orienté pour se foutre de la gueule un peu des. Bah, c'est ça qui est marrant. Il peut pas se foutre de la gueule parce que mais il se montre lui du coup. Oui, il se montre. Ah, ok, d'accord. Et il reste sérieux, mais en fait, je vais nous montrer la. Ouais, mais rien que le fait quand même de mettre, même s'il les nomme pas et que ça reste des appels vocaux, c'est quand même risqué hein, pour son activité. Hein. Ouais, c'est ça en fait. C'est ça que ses clients. Tu sais qu'il y avait une hôtesse de l'air qui avait été renvoyée parce qu'elle avait filmé l'intérieur d'un jet, mais d'un artiste, je pense, je sais plus. Elle a été virée. Ah, bah en tout cas, lui, alors peut-être que c'est stage. Il est pas hôtesse de l'air, hein, il est quand même. Je pense que c'est lui qui a la société. Ouais, mais après, il perd ses clients, entre guillemets. En fait, tu sais que potentiellement, si t'es son client, t'as de grandes chances qu'il se foute de ta gueule sur. Quoi il donne des noms Je pense pas, je crois que c'est bipé. Maintenant que tu le dis, je me rappelle plus. Ouais, ça me semble chaud quand même qu'il donne des noms. S'il donne des noms, c'est chaud. Non, je crois pas qu'il donne des noms. Mais souvent aussi, c'est des gens qui... Enfin, soit c'est des clients existants, donc là, vraiment, c'est chaud. Et soit c'est des gens qui s'intéressent ou qui font semblant de, tu vois. Putain, mais en fait, maintenant, le truc qui va se passer, c'est que tu vas appeler... Ah ouais, il donne pas le nom de sa société. Non, si, c'est Amalfi Jets. Donc, ça de fils. Bah, mais tout le monde va appeler.
Bah là, il a des. Ouais, moi je vais l'appeler direct après. Je vais faire ça toute ma soirée. Il y a un jet, Enfin, non, ce soir, il va pas être ouvert, mais je vais l'appeler demain, tu vois. Non, c'est au States, donc allez, c'est. Bah, je vais l'appeler au States. Toi, tu pourras pas l'appeler au States. Je vais l'appeler comme Ah, tu pourras en français, quoi. Non, en anglais. En anglais, avec une prononciation, je répéterai. Ok, d'accord, ça va. Ça. Oh non, mais je le fais en anglais. Je te taille, mais j'ai pas un meilleur accent que toi. Ah, Voilà. je m'en doutais, mais c'est pas grave. Mais on le fait avec l'accent qu'on a. Ouais, c'est ça, on va. Et filmez-vous, s'il vous plaît, les gars. Pourquoi Ça fera du contenu pour. De quoi ça Ah ouais, ok, d'accord. Putain, vraiment, on est parti sur un projet là. Du coup. Ah ouais. On était là sur une reco qui a failli pas être donnée, tu vois. Et Voilà, là, on part sur un projet. Finalement, ça va être. Ah, On va j'aime louer bien. des jets. Donc voilà. Et rien à voir, encore un truc, maintenant qu'on parle de ça aussi. Je regardais France 24 ce matin. Ouais, Ok. Et il y avait un gars qui était là, qui faisait la promotion de son compte Instagram. Et en fait, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il raconte que des bonnes nouvelles. Ok. Donc là où tout le monde raconte, ouais, c'est la merde. Média positif, non? C'est pas ça? Impact quelque chose. Ok. Pack positif. Un pack de balles, tu sais, le truc. Très positif. tout ça. Imagine. Je vais vite chercher ça. C'était Impact Story. Voilà. Un pack story, ok. Voilà. Et donc, du coup, lui, chaque jour, il raconte tout ce qui se passe bien dans ce monde, en fait. Sur Twitter, il y a des comptes justement positifs, Ouais. un truc comme ça, où Ouais, tous c'est les jours, chiant. il te met un truc positif. Des Nous, on veut, infos, des nous, on veut du drama. trucs. Du sang, nous, on veut du sang. Ils nous font chier avec leurs trucs positifs. Nous, on veut des On veut du engueulades, sang. du débat. Bah, donc, du coup, voilà, n'avez pas regardé alors. Non, mais je vais aller voir. Si, on a besoin de bon délire. Voilà. Pour terminer, en parlant de débat, bah, il y a eu un débat sur le ballon d'or africain. Ah ouais. Ok. C'est Lookman qui a été qui a reçu le ballon d'or africain. Et Ouais. belle photo avec sa famille, son père qui l'a bien serré dans les bras. Mais Comment ça, il l'a bien serré dans les bras? mais tu sens qu'il Ah, il est fier. Ils ont, Ok, ouais, d'accord. Enfin, il est, Je ouais, croyais il était en qu'il y mode- avait une revanche ou un truc. Ok, ok. Il a bien serré et j'ai trouvé ça cool parce qu'ils ont bien montré que bah, ça, il est vraiment en famille, tout Ouais. se passe bien, Fierté. fierté. Mais d'un côté, il y a la délégation, je ne sais pas si c'est la délégation marocaine parce que tout à l'heure j'ai dit que c'était la délégation marocaine. Mais je pense que la délégation marocaine n'était pas content parce qu'ils voulaient que Hakimi Kimi, Ballon d'Or. soit ballon d'or africain. J'ai vu sur les réseaux qu'il y a plein de fans qui ont fait des Twitch, des lives pour dire qu'ils n'étaient pas d'accord, qu'Hakimi méritait largement. Alors qu'en fait, pour une fois, il n'y a pas débat. Bah, En fait, non. il n'y a pas débat. Donc, il y a des polémiques. Il y a des polémiques tout le temps. Il y a du chaque sang tout année, le il y a temps. des Mais... polémiques. Chaque ballon Ça, d'or, il y a des ça- polémiques. Ouais. Et je suis en train de me dire, bon, comme il y a eu aussi la polémique avec le ballon d'or et Vinicius et Rodri, je suis en train de me dire, mais en fait, ça devient pour moi de moins en moins attrayant le ballon d'or. Tu vois, Bah ouais. tellement politique, tellement. Et ça, c'est l'âge influence. aussi. Hein. Ouais, c'est mais Ouais, mais là, Dans pour le le coup, sur le ballon d'or africain, la polémique, elle est injuste. elle n'a pas lieu Donc, en d'être. gros, là, ils ont donné le ballon d'or à la bonne personne, tu Clairement. vois. Ouais. Clairement. Donc, c'est pas comme pour le ballon d'or qu'aurait dû avoir Vinicius cette année. Enfin, c'est. Il n'y a pas de débat. Bah, de toute façon, Et déjà, il y a quand même eu un débat. le principe du ballon d'or, après, c'est l'éternel débat du truc, mais tu vois, la récompense individuelle d'un sport collectif, et surtout, en plus de ça, avec des critères qui sont même pas des critères sportifs, qui sont que des critères de Merde. palmarès, au final, tu vois. De Et stats, là, en plus, pour l'Atalanta, tu vois, c'est même pas un critère de palmarès à outre mesure. Ils ont pas de Ligue des Champions, tu vois. Enfin, lui, il a pas de Ligue Ouais. des Champions, il a une pas Europa League. Ouais. Ouais, il prend. Non, mais il a l'Europa League, mais je veux dire, il a pas de coupe internationale, il a pas d'autres. Non, ils ont même pas le championnat. En Non, plus. ils ont pas de Non, non, championnat. Donc, tu vois, Dernier championnat. c'est juste vraiment sur ces performances sportives pures, tu vois, et c'est ce que ça devrait être pour le. Mais là, en fait, à chaque fois, en fait, tu peux même prédire le ballon d'or européen. Parce que bah, tu te dis, alors il a la Il a Coupe gagné du Monde, ça, il a la Ligue des ouais. Champions. Clairement. Mais après, même en faisant ce type de raisonnement-là, quand tu regardes en 2018, techniquement, c'est Varane qui devait la prendre. Techniquement. 2018. Tu parles Ah de oui. la. Il a Ouais. tout. Il a tout à ce moment-là, mais comme il est défenseur, Ah ouais, on lui donne pas. on lui donne pas. Et Qui c'est la le prend en seul. 2018 C'est Messi. Messi. Ouais, c'est Messi. C'est une question rhétorique. Mais non, à la base, techniquement, à cette époque-là, enfin, évidemment, c'est un peu une opinion un peu bizarre parce que tu te dis, bon, bah, mais en vérité, si tu regardes les cases cochées, Les cases, c'est lui qui les coche ouais. toutes, tu vois. Il cochait toutes les cases, c'est vrai. Donc, mais bon, ouais, même, tu vois, après, je vais passer pour un gros chauvin. Enfin, le seul truc qui m'intéresse en France, c'est l'équipe de France dans tous les cas. Mais, C'est vrai. mais après, Griezmann doit la prendre à un moment donné aussi. Tu vois, il y en a plein qui auraient dû la Exactement. prendre aussi, La tu vois. Est-ce que Griezmann peut la prendre? Est-ce que c'est pas Non, Ribéry? non. Ribéry peut la prendre. Ah, ok. Ah, Ribéry Demandez doit la encore prendre. aujourd'hui. Non, le seul Français réel qui aurait dû la prendre, qui l'a pas pris, c'est Henry.
Ah ouais, moi je pense que Ribéry Non, devait c'est la... Henry qui, à un moment donné, en tant que ses qualités de joueur, etc., c'est Henry qui doit la prendre dans sa carrière, tu vois, à un moment donné. Tu mets Ribéry avant Henry Sur sa saison, quand il ne prend pas le ballon d'or, Ouais. ouais, il peut la prendre. Oui, il peut la Ouais. prendre, mais Mais Henry, il a été 2e, 3e, je pense, du ballon Ouais, d'or. c'est ça. Ribéry, il fait une saison où il est déterminant, lui tout seul. Mais c'est ça le Henry, truc, il c'est fait qu'après, partie d'un voilà, quand collectif. tu calcules si tu veux donner un prix individuel à un joueur individuel, alors fais-le sur ses highlights, en fait, tu vois, ou sur ses actions de D'accord. jeu et sur ce qu'il a produit comme spectacle, en fait. Ouais. Même pas question décisive, c'est vraiment qu'est-ce que tu as produit comme spectacle. tu vois. Toi, carrément, toi. Ah ouais, moi, je suis vraiment. Moi, je pense que le côté décisif, il compte quand même. Parce que Oui, tu bah peux être après, un ça beau contribue. dribbleur. Généralement, Non, mais ça, c'est c'est- Moi, je suis spectaculaire. fan de c'est que- Ben Arfa, mais Ouais. il nous a pas produit. Oui, tu vois. bien sûr. Et il a fait du spectacle. Non, mais évidemment, quand je parle de spectacle, je parle aussi effectivement de passes Voilà. D, de buts, éventuellement, tu vois. Nedved l'apprend, c'est incroyable, tu vois. Oui, oui, bien Il sûr. l'apprend, il met Bien des sûr. buts de je sais pas où, il est décisif dans des gros matchs. Oh, mais ça, c'est encore plus injuste par rapport à certains postes sur le terrain, alors. Oui, il y a Des des postes sur le postes terrain où- qui auront moins le Ouais, ballon bah, d'or que d'autres. je te dis, un défenseur, c'est très rare. Ouais. Mais je sais même Cannavaro, pas. il apprend. Ouais, voilà, Cannavaro. Tu vois. Mais parce que Cannavaro, il a sa Coupe du Monde. Mais tu vois, à ce moment-là, il a une Coupe du Monde et il a une. Il a une Coupe du Monde seulement. Ouais, c'est ça, Et il a pas. a mangé la Coupe du Monde quand même. Il est Ouais. très très fort, hein, Ouais, cette Coupe ouais. du Monde. Mais crève l'écran. ouais, c'est éternel débat autour du Ballon d'Or. Moi, de toute façon, en vrai, je suis pas du tout hypé par cette histoire de Ballon d'Or. C'est vraiment pas. Pour moi, c'est pas un palmarès important Non. pour un joueur. Enfin, peut-être que eux, pour le nourrir leur ego, etc. Oui. Et pour les agents, en fait, c'est un truc pour les agents, en fait. C'est. Mais en tant que joueur, oui, t'as rien d'autre au niveau individuel. Non, mais à la rigueur, je trouve T'as plus des primes. gratifiant de recevoir, tu vois, ton prix d'homme du match, ou ton prix d'homme de la Ah, ouais, compétition, ouais, etc. ouais. Tu vois, Ouais. ou même éventuellement un prix de meilleur buteur, ou tu vois. Mm. Mais Meilleur scoreur. Ouais, ouais, c'est ouais. ça. Tu vois, il y a un Ouais. truc, Il y a le soulier d'or, des trucs comme ça, c'est cool. Tu vois. Mais effectivement, le ballon d'or. Mais même le soulier d'or, en fait, il est injuste parce que un défenseur dans ce cas-là ne prend pas de prix. Il n'y a pas de prix pour les Il y a pas de prix défenseurs. pour défense. Il n'y a pas de prix pour les gardiens, tu vois. Ouais, il peut Enfin, rentrer dans le 11, quoi. Il peut rentrer- ouais. le défenseur, il peut juste espérer dans le 11, soit de la Ligue des Champions, soit de Et en vrai, le spectacle, tu peux le mondial. trouver aussi chez les défenseurs. Hein, tu vois, tu as des Clairement, défenseurs clairement. qui sont Bah oui. incroyables dans leur manière de se déplacer, d'aller récupérer. Ouais. En vrai, même si ça tenait qu'à moi, Kanté, il prend un ballon d'or aussi. Tu vois ce que je veux dire? Pour l'ensemble de sa carrière, même un ballon d'or de carrière. Clairement. Tu vois, même pas pour une saison, tu vois. Mais ouais, mais bon. Tout côté par rapport à ça, d'ailleurs. Ouais. Faut arrêter, on a déjà suffisamment de prix. trophées en fait dans ce sport. Quelle belle. L'individualisme à outrance. Je trouve que c'est Ouais. une belle phrase pour terminer le truc. Ah voilà, c'est trop C'est fait. bon, les trophées, ça a rien, les gars. Ouais, arrêtez. Faites juste et puis c'est tout. En parlant de trophées, bah, on peut terminer, mais on va quand même faire les trophées. T'as quand même un flamme pour. Oh, putain, ouais, Ah, c'est bon, j'avais merde. oublié. Ah ouais, Putain, t'as quand même un flamme pour la cover de Bitume Caviar. J'étais- Est-ce que ça sert à rien? Alors, tu vois, j'étais même pas dans le comparatif Ballon d'Or, trouve. Il a fait exprès, on le Est-ce sait. que ça sert vraiment à rien? Bah, en Est-ce que ça vrai, fait pas plaisir? alors ça fait plaisir. Ça, c'est clair que ça fait plaisir. Ça t'appelle plus après ça? Ah bah non, c'est ça le truc, c'est qu'en vrai, alors pour moi. tu sais, c'est marrant parce que je pensais que après le succès de la cover de Lithopédion, on m'appellerait plus. On m'a pas nécessairement plus appelé. En fait, on me prend plus au sérieux. Tu vois, ça me permet de passer des steps dans ma manière de pouvoir asseoir mon statut, mais on m'appelle pas plus par rapport à ça. Par contre, quand on m'appelle maintenant, c'est ah ouais, on est parti sur la cover de l'année, on veut une deuxième flamme, on veut le doubler, tu vois. Alors déjà, je sais même pas si dans leur charte on peut doubler, tu sais, comme dans les Césars, les Oscars, les trucs dans les. Ouais. Tu peux pas en fait doubler, tu peux pas gagner deux années de suite. Et puis même en fait, pour moi, c'est le pire des freins, tu vois, de travailler pour faire la cover de l'année. Alors, moi, je dis ça en rigolant, tu vois, ouais. Mais en vrai, non, c'est une expérience marrante. Tu vois, moi, quand j'étais là-bas, je me sentais absolument pas à ma place. Et en même temps, en gagnant un truc, bah, j'étais à ma place, tu vois. Mais quand je suis arrivé dans la salle, d'ailleurs, j'ai croisé Stan et Mourad directement là-bas, tu vois. Donc, ça m'a rassuré parce que j'avais des visages familiers, tu vois. Ouais. Et c'est marrant parce que c'est des gars que je connais à BX à l'époque où on faisait pas un bal avec ce qu'on faisait, tu vois, et de les voir Qui te là-bas. regardent et qui te regardent et qui savent pas qui t'es réellement. Non, ils s'en foutent. Tu sais, il y a une anecdote très drôle, c'est que je suis allé, donc je vais là-bas avec ma femme, tu vois. Je me suis dit, allez, on va se faire kiffer en couple et tout. Et donc, on est accueillis dans un petit hôtel luxueux, machin, un petit four. Et à un moment donné, on nous dit, on vient vous chercher avec le van et on vous amène au théâtre du Châtelet. Bref.
je monte dans le van, donc sur la porte de droite. Et à un moment donné, je dis à ma femme, on va sortir, le tapis rouge sera sur la porte de gauche. C'est toi qui sors en première, tu vois. Ouais. Et elle commence à flipper, tu vois. Et je lui fais, mais en fait, tu vas voir, il y a les gens sur le tapis rouge, ils vont voir la porte s'ouvrir, ils vont voir que c'est pas Aya Nakamura, que c'est pas Kalash, c'est pas machin. Ils vont dire, c'est qui eux. Et ils vont pas nous calculer, tu vois. Et en fait, on a tracé, tu vois. le seul qui m'a appelé dans le tapis rouge, c'est Martin Vachéry, tu vois. Et il arrive avec son micro, machin, en mode journaliste et tout. J'ai fait, putain, même à Paris, on peut pas être tranquille. Et non, mais c'est marrant, parce qu'en fait, quand on rentre dans la salle, je vois, il y a mon nom sur le fauteuil, je suis assis devant Mathieu Kassovitz, c'est DJ Cut Killer. Tu dis, mais et il y a mon nom juste devant, je me dis, mais moi, à la base, je fais juste des pochettes, tu vois, je suis graphiste. Mais non, j'ai kiffé. Et puis les mais petits... t'es un artiste, tu fais pas juste des pochettes. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'à aucun moment, quand j'ai commencé ce taf-là, je penserais qu'à... Voilà. Et j'ai vu, là, il y a pas longtemps, il y a Naskid, tu vois, qui a parlé justement du fait que le prix n'ait pas été décerné pendant la cérémonie. En fait, le prix, on l'a reçu, on a fait un enregistrement, une captation vidéo avant la cérémonie, donc je le savais avant. Et en fait, on était sur le tapis rouge interviewé pour dire, voilà, vous avez reçu le prix de la cover de l'année. Et il disait, je trouve ça injuste. Et en vrai, c'est très gentil qu'il ait dit ça, tu vois, en mode... Tant mieux, t'as envie de dire. Mais j'aurais jamais été capable de monter et de parler sur scène devant tout ce parterre-là. J'aimerais remercier. Pourtant, je suis pas quelqu'un de timide de base, mais... Ouais, t'as les jambes qui tremblent. Non, c'est vrai. En fait, c'est juste une question de, comme je te dis... Qui je vais remercier là, à part Isha et Limsa, ils étaient pas là, tu vois. En fait, toute l'équipe avec qui j'avais bossé, ils étaient pas là, donc je les ai remerciés dans la captation vidéo, mais là, tu vois, en mode, je vais les remercier, je suis là devant vous, j'ai fait une pochette. Très bien comme ça, c'est très gentil d'avoir pensé au fait que on ait été mis un peu de côté, mais c'est très bien comme ça, tu vois. Mais c'est du bonus, c'est juste du bonus, en fait. Bonus, c'est top. Et les petits fours, enfin le traiteur est très très bon. Très très bon. Je sais pas, traiteur, faut leur demander à eux. Non, on sait jamais, c'est peut-être des cuistots qui viennent cuisiner. Des sur Picard, on sait pas. Non, très très bon. Ok. Bah ouais, donc du coup, entre-temps, on n'a pas encore notre prix à nous, mais ça arrive bientôt. Et... il faut des awards. Il n'y a pas un truc award pour les médias, là? J'ai vu qu'en France... Pourtant. Non, mais j'ai entendu qu'en France, ils faisaient des awards pour les meilleures émissions, au sens large, tu vois. Mais là, c'est une question d'audience. Ça veut dire que tu auras une catégorie de podcast et... L'audience, bien sûr. Et mais là, ça marche vraiment purement sur les stats, tu vois. Ah ouais. Non, mais ça pourrait marcher à la popularité, genre, j'en sais rien. Et puis aussi au comment dire... Format, l'originalité du format. L'originalité du format. Ouais, et puis aussi au fait que tu connaisses ou non des gens dans le métier aussi, tu vois, qui te permettent de pouvoir avoir accès à certains prix. Et là, du coup, je vous le souhaite, hein, si vous pétez les scores à un moment donné... Mais va falloir être plus touchy dans vos prises de... Faut interviewer des mecs qui travaillent dans des pompes funèbres et compagnie, là, comme l'autre, là. Non, c'est pas intéressant, ça. Et là, vous allez faire péter les scores. Bon. Non, on a des idées en tête. Pour l'instant, les médecins légistes, pardon. Pas le médecin légiste, là. Le médecin légiste, ouais. De toute façon, il a toujours des personnages. Frère, lui, il a trop d'histoires. Je sais pas comment il fait pour avoir autant d'histoires en ne travaillant pas autant. Il est tout le temps en train de faire des podcasts, à écrire des livres. Médecin légiste. Tu vois pas Guillaume Play? Guillaume Play. Guillaume Play, l'émission de légende son bar. Ah oui. Et il interviewe tout le temps le même médecin légiste. C'est un Belge en plus, c'est un Liégeois, je crois. C'est vrai que c'est un Belge, ouais. Le sosie de Patrick Bruel. C'est abusé. Déconné. Ouais, c'est même banal de dire ça maintenant. Et en fait, ça marche. Ça captive l'attention des gens, en fait. Je te dis, les gens, ils veulent pas de son média, ils veulent du sang. Ils veulent pas de son média de... Bon, Impact Story, n'allez pas voir, c'est pas... Non. C'est pas pour vous. Nous, on veut Impact de balle, Story, je t'ai dit, c'est vraiment... Imagine, pas rien que de ça, quoi. Guerre, Story, tu vois. Voilà. Bon. Sur votre belle parole. Non, paix. Sang. Exact. Je te laisse faire ta magie à chaque fin, quoi. Suivez la page Draft Mill, suivez Draft Living Room. Là, on fait des épisodes avec des invités. L'invité ce soir, c'était Romain Garcin, Monsieur Cover. Allez voir sa page. C'est Romain. Rome Garcin. Rome Garcin, ok. Rome Garcin. Il y a des belles pépites à voir. Et en plus de ça, il y a toutes les générations de personnes que tu... On brasse large. Ouais, on brasse très large, je vois, dans ton portfolio. Suivez la page, likez, partagez. Exact. Faites-vous plaisir. Et entre-temps, on reste à dire on to the next one. Yes. Merci les gars.
Merci beaucoup. Merci à toi. Right.